Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'équipe originale, celle qui a lancé 7ème fréquence et la chaîne YouTube, Romu et Joss. Messieurs, ça fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve tous les trois, donc peut-être que l'émission va être plus courte ou peut-être plus longue, je sais pas trop. Est-ce que vous êtes chaud? Comme d'habitude. Toujours chaud, et je me dis que vu qu'on est moins, il y aura peut-être plus de qualité du coup. Ouais, c'est bien possible. On fait un gros bisou à Jérém qui travaille comme un acharné et qui n'a malheureusement pas le temps de nous rejoindre. Donc voilà. Ouais, il est en train de vendre des Baby Yoda, donc faut penser à lui. Ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de Baby Yoda, j'avais vu une photo de préparer ses Baby Yoda. C'était genre un mélange entre un Gremlin et un Yoda, le truc. Hein. En Funko ou... Non, en peluche. Encore. Ah, c'était flippant. Ah ouais. Franchement, flippant. Un Gremlin, ce truc. Ah, c'était un peu creepy, ouais. Bon, bref. On va commencer directement par les news cinéma comme à l'accoutumée. Henry Cavill a récemment annoncé qu'il n'en avait pas terminé avec Superman. Et Michael B. Jordan a en même temps annoncé qu'il était très intéressé pour jouer Superman. Apparemment, hein, je dis apparemment parce que il y a des sources et il y a d'autres sources. D'après certaines sources, il aurait vu la Warner pour discuter d'un film Superman avec J.J. Abrams, il me semble. Est-ce que vous seriez pour ou contre le voir dans ce rôle? Moi, personnellement, ça me dérangerait pas. C'est pas un acteur qui me dérange personnellement, mais pour moi, Superman, même dans mon esprit, c'est un personnage américain blanc. Oui, alors c'est juste. Alors, ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont fait un personnage, un Superman black dans les comics. Ils ont fait une réalité alternative où c'est un Superman black. Et je pense que du coup, ils reprendraient ce rôle-là. Comme ils ont fait pour Spider-Man. Ouais, exactement, ouais. De toute façon, il faut savoir qu'ils ont fait dans les comics, après, toutes les versions blanches des super-héros, ils les ont fait en version black. Hein. Il y a pareil pour Captain America, il y en a pour d'autres. Il n'y a que Batman, je crois, qui est encore jamais devenu black. Mais sinon, beaucoup sont devenus black après au fil du temps. Et la réciproque fonctionne. Est-ce qu'ils ont fait un White Panther? Non. Ok. Ça, non, ils l'ont pas Les fait. personnages noirs sont restés noirs, quoi. Voilà. Mais après, j'avoue que j'aimerais bien revoir Henry Cavill dans le rôle de Superman, parce que pour moi, c'est un des meilleurs Superman. Déjà, physiquement... Ouais. Ah, bah Michael B. Jordan a aussi une sacrée carrure. Hein. Tu le vois dans Creed 2 et il fait peur. Hein. Ouais, j'ai pas vu encore. Ah, t'as pas vu Creed 2? Non, mais moi, je trouve que Michael B. Jordan, s'il doit faire un Superman black, c'est clair que pour moi, c'est lui qui doit prendre. Ça, c'est clair et net. Ouais, Bon non, mais acteur, physiquement, il a la charisme, carrure, voilà. Ouais, il a la carrure, il envoie, quoi. Donc, s'ils font ce projet, oui, c'est clair que ça doit être Michael B. Jordan, je vois personne d'autre que lui. Mais après, j'aime beaucoup Henry Cavill en Superman, donc j'espère que on le verra encore au moins une fois ou deux dans la tunique. Ouais, mais je crois que lui, il est chaud de jouer, mais c'est la Warner qui n'est pas, c'est la Warner qui n'a pas de projet pour lui. Je crois qu'ils sont un petit peu perdus avec leurs univers en ce moment, ils savent pas trop quoi faire. En même temps, c'est pas étonnant, des films qui marchent de ouf, des films qui marchent pas du tout, des stand-alone qui marchent, des films dans l'univers qui marchent pas. Je pense que les mecs ne savent pas trop quoi faire, et puis c'est compréhensible d'ailleurs, hein, vu ce qui se passe avec leur box-office, quoi. Bah après, c'est clair, mais quand tu vois ce qu'ils ont fondu pour Justice League, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Voilà, malheureusement, le cas de Justice League, je pense qu'on ne peut pas y revenir. C'est un petit peu leur problème et leur faute. Maintenant, ils sont en train de reboot tout doucement leur univers. Donc, s'ils venaient à choisir un nouveau Superman, pourquoi pas. Après, les licences qui marchent, de manière générale, ils les rebootent pas. On peut penser à Aquaman et Wonder Woman, par exemple, qui fonctionnent très très bien et qui ne sont pas rebootés. Donc, bon, Man of Steel avait très bien marché de mémoire au box-office. Donc, si Henry Cavill est chaud à continuer, tout le monde avait l'air de l'apprécier dans ce rôle-là, et le mec mérite, tu vois qu'il est pas mauvais, donc pourquoi pas continuer avec lui aussi si jamais il y a des projets qui sont... Henry Cavill, qui garde Gal Gadot et Jason Momoa, est-ce que ça veut dire qu'il prévoit potentiellement qu'il y aura une suite à Justice League? Le truc est complexe, c'est, tu vois, par exemple... C'est bizarre, en fait. C'est un espèce de soft reboot remake qu'ils sont en train de faire, trop complexe, parce que quand tu prends le cas Suicide Squad, donc qui est un remake par James Gunn, ils ont gardé Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn, par exemple, typiquement. Ouais. Et ça, c'est très complexe. Enfin, le spectateur, ils vont arriver. Marvel, on a l'habitude que tout soit cohérent, etc. Mais là, d'ici, tu vas arriver, tu vas voir Suicide Squad. Les mecs vont perdus, vont se dire, j'en ai vu un il y a 3 ans. Il y a la même actrice Harley Quinn, il n'y a pas les mêmes autres. Et si tu suis pas, en fait, tu vas être complètement perdu. Maintenant, j'ai envie de te dire, vu ce qu'ils sont en train de faire avec donc leur univers partagé et pas partagé, puisqu'il y a un moment, ils annonçaient ne plus avoir l'intention de partager leur univers. Puis là, j'ai vu des rumeurs qui disaient J.J. Abrams, un film Justice League avec Robert Pattinson en Batman. Vous voyez, alors c'est complexe en fait. Ils sont en train de. Je pense que seuls eux savent, ou même eux ne savent peut-être pas à l'heure actuelle ce qu'ils vont faire. Maintenant, c'est vrai que. Tiens, Joss par exemple, un Justice League avec Robert Pattinson, pour ou contre? Pour, mais ça dépend qui est derrière le projet, quoi. C'est toujours pareil, tu vois. C'est J.J. Abrams, comme le sont les rumeurs en ce moment.
J.J. Abrams, je serais pour. Ok, tu serais pour donc. Ok, d'accord. Ouais, parce que moi, j'aime bien J.J. Abrams, donc du coup, je serais pour. Après, pour moi, tu peux faire mieux en termes de potentiel un peu dark que J.J. Abrams, tu vois. Mais J.J. Abrams, c'est quand même un mec en qui j'ai globalement assez confiance, donc ça va. D'accord, ouais. Bah ouais, c'est sûr que tu peux faire mieux en termes de potentiel dark. Ouais. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise, quoi, comme Todd Phillips, par exemple. Ah oui, après, bien sûr, hein, ça n'empêche pas de faire du dark, hein, mais... Et par exemple, un petit James Wan. Ah, ça, par contre, voilà, quand je t'ai dit dark, tu vois, pour moi, James Wan, ça me brancherait bien, tu vois. Oh, ok, bon. Après, Aquaman, on peut pas dire que ce soit dark non plus, quoi. En termes de réel et tout, c'est Non, mais il y nickel, a impeccable. certains plans qui sont quand même assez sombres, tu vois. Quand t'as Ouais, Aquaman dans qui la plonge fosse, dans dans la la mer, fosse. là, dans la fosse, là, c'est incroyable. C'est Bah, d'ailleurs, il me incroyable. semble qu'il cherche toujours un réalisateur pour le spin-off d'Aquaman, centré sur la fosse, justement. Je comprends pas. Je pense qu'il est occupé, mais ils auraient pu reprendre James Wan. Oui, Franchement, mais ça aurait été après, top. ce projet, franchement, moi, je Ouais, m'en mais est-ce tape, qu'il est pas tu sur vois. la. Est-ce qu'il serait pas sur la suite d'Aquaman 2? Il est Si, si, sur la suite d'Aquaman 2, c'est déjà Et Aquaman sur. 3, du coup. Si, il est sur Aquaman, il est sur la suite d'Aquaman, mais il est aussi sur d'autres projets. Il prévoit pas un film d'horreur? Si, il prévoit un film d'horreur, mais je crois qu'il a fini de le tourner il y a pas longtemps. Enfin, il fait beaucoup de choses et il est très occupé, surtout qu'il est beaucoup à la prod de James Wan. Ouais. Quand tu vois qui produit des trucs comme La Malédiction de la Dame Blanche et tout, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas des grands films, mais en tout cas, je sais qu'il est impliqué dans beaucoup de projets horrifiques, notamment du Conjuring Universe, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, d'ailleurs. Ouais, mais. Dont le troisième opus devrait voir le jour. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, bah, le truc pour le troisième opus, là, c'est que voilà, c'est pas James Wan à la réal, donc. Ouais, aussi, ça, c'est un peu dommage. Ouais, mais à voir, parce que enfin, moi, personnellement, c'est un univers que j'aime bien. Tu vois, je suis pas Oui, trop film oui, d'horreur, mais je suis attaché. tu prends l'univers au sens propre du terme, tu regardes l'Annabelle, tu comprends tout de suite qu'il n'y a Ouais, pas James Wan, tu vois. c'est sûr. Quand il n'y a pas le réalisateur derrière, ça perd en qualité, c'est sûr. Bah, ce réalisateur-là, après, s'il mettait un autre gros réalisateur, tu vois, pourquoi Ouais. pas, un grand réalisateur de films d'horreur. Maintenant, c'est vrai que là, pour le coup. Ou même Lee Bon. Whannell, son pote. Lee Whannell, voilà, moi, que je trouve aussi excellent réalisateur, il pourrait faire des trucs. Il pourrait faire des trucs. Alors maintenant, la Warner, comment ils envisagent la suite, c'est tellement complexe, je pense qu'il faut attendre. On peut que spéculer à l'heure actuelle, et il faut attendre qu'on ait des infos, quoi. Rien que Superman, on peut pas dire s'il filme ou pas, standalone ou pas, avec qui. Enfin bon, c'est trop compliqué en ce moment, je pense, pour parler de quoi que ce soit. Bah, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Toute cette désorientation, enfin, ce problème de communication autour de l'univers d'ici, là. Ouais, mais en même temps, j'aimerais bien qu'ils recommencent tout à zéro. Vraiment, parce ouais. que là, personnellement, même moi qui suis vraiment l'univers d'ici, j'ai tendance à m'y perdre. Le truc, c'est que s'ils recommencent tout à zéro, tu perds des actrices comme Margot Robbie, tu perds des actrices comme Gal Gadot, et tu vois, c'est typiquement Ouais, surtout. mais c'est un mal pour un bien. Ouais, mais tu Ah, je retrouveras suis pas pas sûr. d'aussi bon Wonder Woman, tu trouveras Ouais. pas d'aussi bonne Harley Quinn. Non, je suis d'accord sur ça, mais bon, après, en termes de cohérence de l'univers, ça suffit. C'est complexe, ça suffit. Même pour nous, c'est. Maintenant, après, est-ce qu'on ne demanderait pas juste standalone, et puis dans quelques années, 5-10 ans, s'ils voient que la trilogie de Matt Reeves a marché avec Batman, pourquoi ils lanceraient pas un film avec les acteurs qu'on connaît justement, si jamais entre-temps ils lancent un standalone avec Michael B. Jordan par exemple, et qu'ils lancent un petit Justice League avec ce qu'ils ont ou ce qu'ils auront à ce moment-là. Bah, je pense qu'ils se sont laissés submerger par l'effet MCU. Ils ont voulu lancer leur DCEU trop vite, en fait. Bah, Ils ont vu que ça a marché avec Marvel, les Avengers, etc. Et ils ont tout lancé rapidement. Non, moi je pense pas. Ça arrivait rapidement quand même. Oui, mais moi, c'est, je pense, un des problèmes. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en avait. C'est un grand débat qu'il y a depuis la sortie de Justice League. On n'en avait jamais parlé sur 7ème fréquence, donc c'est bien qu'on s'y attache un petit peu. On a parlé de la Snyder Cut la semaine dernière. Moi, je suis persuadé que si la Snyder Cut était sortie au cinéma, ça n'aurait rien à voir avec ce qu'on a maintenant au niveau de la Warner. Par exemple, pas de reboot de Suicide Squad, tu vois, on pourrait se dire, ou pas ce genre de truc, parce que Zack Snyder, typiquement, quand tu regardes ses films, L'Armée des Morts, que moi je trouve juste exceptionnel, qui est un remake d'un grand film de Romero déjà de base. Snyder, c'est un mec qui a une vision, elle est sombre. Quand tu vois la version de Batman vs Superman, bah, ça te fait un espèce d'énorme film. C'est très apocalyptique. Ouais, voilà, c'est très apo. Puis il y a beaucoup de thématiques. Moi, c'est un film que je trouve très très bon. Je parle évidemment de la version longue. Donc, si on avait une Snyder Cut de 3 heures, tu vois, pareil, franchement, je pense que la tête de la Warner, elle serait pas la même que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ouais. Just, tu penses pas, toi? Si, mais pour moi, ils ont fait les erreurs, ça va au-delà du problème entre Joss Whedon et Zack Snyder. C'est déjà au problème, il y a un souci au départ, c'est que ils font un film avec tous les personnages, sauf que la moitié, ils ont même pas eu de film solo. Aquaman, à cette époque,
on le connaissait pas. Flash, on le connaissait pas. Et pour moi, c'est là l'erreur qu'ils ont faite. Marvel, ça marche parce que pendant 10 ans, on s'est tapé les films solo de chacun, même des fois 2 films solo, par exemple pour Iron Man et tout ça. Et du coup, tu connaissais leurs caractères, tu avais hâte de voir les caractères de chacun se mélanger. Là, ils nous ont pondu des mecs, on sait même pas qui c'est. Il y avait Cyborg aussi d'ailleurs dans Justice League, on savait même pas qui c'était. Enfin, moi je le savais, mais si tu suis pas trop l'univers, t'as pas vu les films, tu sais pas qui c'est ces mecs. Et du coup, je trouve que l'erreur déjà de base, elle a été faite là-dessus. Après, il y a tous les problèmes de réal et bon, ça a encore fait encore un plus gros problème. Mais pour moi, leur grosse erreur, c'est qu'ils ont fait pour moi la chose à l'envers. Et pourquoi ils l'ont fait à l'envers? Parce qu'ils ont été pris par le temps. Parce qu'ils ont dit, on n'a pas le temps de faire les films individuels de chacun. On va faire le gros film maintenant et après, on divisera. Et bah, du coup, ça n'a pas du tout marché parce que tout a été abandonné du coup. Et ouais. Ouais. Bon, après, je suis pas persuadé que si jamais Aquaman, Flash et tout avaient eu leur film avant, le film en aurait été meilleur dans l'état dans lequel il est là, tu vois. Non, mais c'était déjà plus cohérent. Ouais. Tu vois, Bon, bah, toi, Les spectateurs, ce serait davantage dans le personnage. Eh oui. Là, Moi, tu vois, quand je vois un Avengers, je m'identifie rapidement à tous les personnages. oui, mais non. Enjeux, tu vois, Hawkeye, il n'y a pas de film. Black Widow, il n'y a pas eu de film. oui, mais les trois quarts, ils y sont. Hulk, il y a eu un film, c'est même pas le même acteur. Alors là, Black Widow, on l'a vu dans les films avant. ah oui, on l'a vu dans elle, mais elle y était, voilà. Ouais, c'est sûr. On la connaissait. Enfin, dans les premiers Avengers, c'est pas forcément les personnages centraux. Je te parle de Captain America, Iron Man. Bah, Flash, c'est pas le personnage central, Aquaman non plus. Moi, tu me parles des personnages centraux, c'est Superman, Batman et Wonder Woman, tu vois, c'est pas. Non, mais par exemple, regarde, tu vois, l'erreur qu'ils ont faite de Justice League, pour t'expliquer vraiment, moi, mon ressenti, c'est que je vois Justice League, donc en plus, un univers, moi, que j'adore et qui me tient à cœur, je vois Aquaman. J'ai détesté Aquaman dans Justice League, mais j'ai détesté, hein, parce que pour moi, j'ai pas eu l'impression de voir Aquaman, j'ai eu l'impression de voir un rugbyman néo-zélandais qui faisait le haka, quoi, j'ai pas compris c'était qui ce mec, j'ai détesté. Par contre, j'ai regardé le film plus tard, donc Aquaman, et ben là, je l'ai bien aimé, je me suis dit, putain, si j'avais vu le film avant, et ben déjà, j'aurais un peu plus apprécié Justice League, surtout du moins le personnage d'Aquaman, tu vois ce que je veux dire, parce que voilà, je trouvais que le film Aquaman était bon, j'ai bien aimé ce film, et du coup, j'aurais plus apprécié le personnage du coup dans Justice League que là, du coup, moi, il m'a fait chier tout le film parce que j'ai pas compris qui c'était ce gros mec là. Je comprenais pas qui c'était. Et c'est pour ça que pour moi, ils ont fait une erreur à ce niveau-là. Bon, ok, bon, je vois. De toute façon, c'est un problème qu'on ne saurait résoudre dans l'instant T. Ils ont foiré leur truc, c'est un petit peu dommage pour eux. On verra bien comment ça évolue, mais en tout cas, moi, je suis hype un peu ce que ça peut donner. Je pense qu'on aura vraiment la tendance globale quand on verra le premier film de Matt Reeves. Et puis on verra comment ça s'articulera autour de ça. Pour passer à la seconde news, on va parler d'un petit truc un petit peu plus mignon. Le retour des Ewoks dans Star Wars 9. Qu'est-ce qu'on en pense, Joss? T'as l'air dépité. Non, c'est pas que je suis dépité, c'est honnêtement, je m'en fous en fait. T'as pas envie de revoir les Ewoks? Bah, j'ai envie, enfin, comment dire, moi j'adore Star Wars, il y a les Ewoks, et bah c'est bien, tu vois, je m'en fous quoi, c'est bien, voilà. J'ai pas vraiment d'avis quoi, bah c'est bien, voilà. Ok, et toi, Romu? Vous savez ce que je pense des Star Wars. Hein, ouais, c'est ce que tu penses de Star Wars, certes. Bah, c'était la petite news rapide de toute manière. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. En fait, de toute façon, je vais aller voir Star Wars 9 comme la moitié de la population mondiale, j'ai envie de dire. Oui, probablement, ouais. Ou voir plus, mais ouais, pour avoir des petites créatures mignonnes, pourquoi pas. Ouais, je vois. Bon, au moins, c'est le retour de quelque chose qu'on connaît déjà et pas quelque chose qui est inventé, là, comme des trucs comme les espèces de petits canaris là, du 8, ouais, les porgs. Oh non, ouais, les porgs, putain, ça c'est catastrophique. Donc voilà, au moins c'est quelque chose qu'on connaît déjà dans l'univers. On parlera de The Mandalorian un petit peu après pour revenir à l'univers de Star Wars. Et on va passer à la troisième news. Alors attention, bouchez-vous les oreilles, ça va être une prononciation à la bonne française. L'acteur Nicolas Cage sera à l'affiche de The Unbearable Weight of Massive Talent, un long métrage dont il est le sujet principal et dans lequel il jouera son propre rôle. Les premiers éléments du scénario annoncent la poursuite désespérée du personnage de Nicolas Cage pour obtenir un rôle dans le nouveau film de Quentin Tarantino. À cela s'ajoute une relation conflictuelle avec sa fille adolescente et un double magnifique qui lui reproche d'avoir fait trop de mauvais films. Mais selon le Hollywood Reporter, l'élément déclencheur du scénario survient lorsque Nicolas Cage, endetté, se rend à l'anniversaire d'un milliardaire mexicain fan de son travail, mais qui est en réalité un baron du cartel de la drogue et a kidnappé la fille d'un candidat à la présidence américaine. C'est complexe, ça a l'air aussi perché que Nicolas Cage. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Bah moi, je vais dire que c'est réussi déjà. Parce que moi, le synopsis, mais il me tue de rire.
C'est magnifique ce projet-là. Et du coup, bah, franchement, limite, j'ai hâte de le voir. Ah, tu m'étonnes. Bah, moi, pareil, on va retrouver tous les aspects du Nicolas Cage des années 90, le côté un peu fou des années 2000, tu vois. C'est vrai que c'est perturbant la carrière de Nicolas Cage. Il y a de quoi se dire. En fait, le mec qui choisit ses projets en fermant les yeux, c'est relativement approximatif. Quand tu vois des films comme Mandy, où dedans il est trop bien et le film est même bon, tu te dis bravo Nicolas Cage. Mais à côté de ça, quand tu vois SVOD qui sortent une fois par semaine avec Nicolas Cage, c'est compliqué là. Hein. Franchement, on sait pas trop sur quel. C'était un gros dépensier à l'époque, quand il gagnait beaucoup d'argent. Ouais, il a eu beaucoup de problèmes, ouais. Voilà, donc là, il faut vraiment qu'il remplisse le frigo, donc ce qui lui tombe sous la main, tu vois. Ouais, les ouais, contrats qui lui tombent sous la main, et il y en a forcément un de bon chaque année, plus ou moins bon. Ouais, alors, je sais pas si la totalité du scénario est inspirée de sa propre vie. Maintenant, je ne doute pas du tout qu'il ait voulu jouer dans le dernier Tarantino. Ça, il n'y a pas de. je pense pas. Ça aurait été marrant de le voir d'ailleurs. Ah, t'imagines juste Nicolas Cage dans le dernier Tarantino? Ça aurait été drôle, mais rien que déjà ça, moi, ça me plaît cette idée. C'est drôle, je trouve. Hein. C'est très très drôle. Ah, pour le coup, faire un film centré sur lui-même, c'est très autodérisoire en fait. Ouais, c'est à son honneur, je trouve. C'est bien. C'est bien d'avoir un peu. Voilà, le mec, je pense, il sait qu'il a pas fait de la qualité toute sa vie, et peut-être que, je sais pas, peut-être une forme de repenti à travers ce film et ce scénario-là. Peut-être qu'après ça lui permettra de peut-être rebondir au niveau de sa carrière. Je sais pas trop. Non. Je pense que c'est un peu mort. Ouais, non, là, je pense que rebondir, c'est mort. Il peut quand même faire encore de bons films. Après, même s'il continue à faire de bons films, est-ce qu'on n'a pas toujours apprécié quand tu voyais des excellents films avec lui? Tu vois, il n'y avait pas de raison de penser que, comme il faisait de la SVOD à côté, c'était compliqué. Je pense que. Ouais, non, mais bon, je pense qu'il est quand même un petit peu blacklisté, quoi. Je pense que des gros réals, ils prendront pas le risque de prendre Nicolas Cage parce que les gens vont se dire Nicolas Cage égale Daub. Et je pense que c'est trop risqué, d'un point de vue commercial, de mettre Nicolas Cage maintenant dans ton film. C'est trop compliqué. Trop risqué. Ouais, bah tu m'étonnes. Bon, le pauvre. En tout cas, moi je l'aime bien. Hein, c'est un acteur que je trouve qui est sympathique quand même. Oui, il a une sympathie, ouais. Ouais. Tu vois qu'il est pas. Tu vois que c'est un bon gars, quoi. Puis la fin de mes films cultes de ma jeunesse, entre guillemets jeunesse, mais j'étais jeune et que j'ai regardé en boucle, c'était Volte-Face dans les années 90. Ah ouais, avec Travolta. Je l'ai poncé ce film et j'étais jeune pour regarder ce film-là, mais j'ai adoré. Je pense que Volte-Face, c'est une de mes premières grosses claques cinéma. Je pense que c'est Volte-Face, donc du coup, j'ai toujours la sympathie pour lui. Tu connais pas? Je connais deux noms, tout simplement. Ben, en fait, c'est un duel en face à face avec John Travolta. Donc, en plus, j'adore John Travolta. Et en fait, Nicolas Cage, c'est un gros baron, enfin, pas vraiment baron de la drogue, mais c'est un gros criminel, quoi. Et il va échanger de visage avec John Travolta, qui John Travolta, lui, est un flic. Et du coup, ils vont inverser les rôles, ils vont s'inverser les vies, en sachant que c'est pas voulu, quoi. Hein. C'est un peu, ils sont un petit peu piégés. Et du coup, bah, Nicolas Cage, en tant que mafieux, il va prendre la vie du coup de Travolta en mode flic, père de famille et tout ça. Et l'autre, qui est un flic, il va se retrouver en plein milieu du milieu criminel. Et du coup, ça fait un face-à-face qui est, moi, j'ai trouvé excellent et c'est top. Ok, donc à voir, quoi. Ouais, c'est vraiment à voir. C'est un excellent film, ouais. Pour moi, c'est le meilleur Cage. Okay. Moi, mon film préféré avec Nicolas Cage, c'est Helldiver. Avec. Amber Heard. Ouais. Ah ouais. C'est pas le meilleur. Hein. Ouais. Ah, c'est parce qu'il y a Amber Heard. Ouais, bah après, je trouve perso que c'est pas le meilleur, mais c'est vrai que bon, c'est la veine typique. Ça fait penser, tu vois, typiquement, Helldiver à comment il s'appelle, son personnage de super-héros là. Ghost Rider. Ouais, ça me fait penser à ça. C'est vrai qu'il a fait beau. J'ai vu 90 films, il a son actif à l'heure actuelle. Pour combien d'années de carrière environ? Bon, pas 90 ans, je pense. Donc, bon, je pense peut-être 40, 45 ans. Ça fait au moins 2 films par an. Le mec s'arrête pas, quoi. C'est impressionnant. Au moins, je pense même, on a plus peut-être 2,5 par an. Le surtout mec. Ces dernières années, il enchaîne quand même. Ouais, il enchaîne en VOD surtout. Ouais. Maintenant, c'est vrai que pour le coup, bah, il doit vraiment remplir le frigo. Mais je sais pas, est-ce qu'il arrive pas à le remplir son frigo avec 2 films et demi par an? Bah après. Typiquement, je crois il y a quelques mois, j'avais regardé une interview de Mila Kunis qui disait que elle jouait dans un film tous les ans ou tous les 2 ans et ça lui suffisait pour vivre avec toute sa famille, quoi. Bah après, ça dépend de la qualité du film et de. Bah regarde l'espion qui m'a largué. Ouais, mais après ça dépend aussi de ton train de vie. Hein. Il est sorti en salle et il a coûté un peu plus d'argent que la plupart des films de Nicolas Cage aujourd'hui. Ouais, certes, bon, il y avait aussi Kev Adams, on n'en parlera pas.
American Adams, mais franchement, en anglais, ça fait un peu pitié. Ma foi, passons à la suite, parce que bon, le projet est... Bon, du coup, on l'attend tous. C'est ça que Ouais, j'entends. ça peut être drôle, ouais. Après, je me pose une question. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Il aura quelle coupe dans ce film-là, Nicolas Cage? Parce qu'il est connu pour avoir des coupes assez excentriques. Il y en aura peut-être plusieurs, justement. Ah, moi, je veux qu'il ait le mulet, hein. Le mulet. Oh, les gars, vous voulez faire un instantané, un instantané culte, là, en fait. Ah ouais. Première image va sortir, juste film le plus attendu de tous les temps, en fait. Bon, ma foi, les trailers de la semaine. On va commencer par True History of the Killing Gang, avec George Mackey, Nicolas Hoult, Charlie Hunnam et Russell Crowe. Gros casting. J'ai rarement vu un aussi gros casting dans un film aussi auteuriste. C'est vrai. Franchement, le film est auteuriste à souhait. C'est-à-dire que, bon, je vais pas vous faire un dessin, mais si vous avez vu le trailer, le film, franchement, aux antipodes d'un blockbuster, c'est développement de personnages, c'est vraiment, ça laisse libre cours au jeu du personnage. Le scénario a l'air assez bizarre, avec une espèce de peut-être voyage dans le temps entre le jeune et le plus jeune. Terre à terre. Ouais. Ouais, terre à terre, ouais, totalement. Joss, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben moi, c'est la bande-annonce que j'ai préférée cette semaine. J'ai D'accord. adoré la bande-annonce. Voilà. En plus, je connaissais pas du tout le projet, donc je l'ai découvert du coup grâce à la chaîne, parce que je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé l'esthétique. Ouais, bah voilà, bah c'est pour ça que je connaissais pas. J'ai trouvé l'esthétique du truc, je trouvais ça magnifique. Il y a des plans et des scènes qui m'ont déjà marqué, alors que c'est que la bande-annonce, mais il y a 1 ou 2 plans qui me sont restés en tête. Le casting, il est top, et franchement, je suis vraiment hypé par ce film. Ouais, alors maintenant le problème c'est que c'est à la base fait sur une plateforme de SVOD, une plateforme qui est britannique il me semble, donc ça sort sur la plateforme et en même temps au cinéma. Alors je sais pas trop le modèle économique du truc, ça a l'air particulier, ils ont l'air d'avoir financé ça vraiment presque avec de l'argent caché sous le matelas, mais pourquoi pas en vrai, le casting est excellent, j'ai mis du temps à reconnaître ça. Ouais, pareil. Et vraiment barbu comme jamais. Et assez... Fat, c'est ça que tu veux dire? Vu les gestes qu'on est en train de faire. Ouais. Ok, je vois. Ouais, c'est vrai que c'est particulier. Enfin, c'est très autoriste en fait. Moi, c'est ça qui m'étonne le plus. Alors, moi, je trouve ça très bien, hein, au contraire. Ça me fait penser à, par exemple, vraiment, comment ça m'a fait penser ça? Au film, comment il s'appelle? Ouais. Un film de gitan avec Michael Fassbender. À ceux qui nous ont... Ah ouais, à ceux qui nous ont offensés. Ça m'a vraiment fait penser à ça, bien que là, le film True History of the Killing Gang a l'air encore plus autoriste que ça. Donc, à voir ce que ça donne, mais ça a l'air très intéressant. Mais je pense que si on... je rebondis un peu sur ce que tu as dit précédemment, là, sur les voyages dans le temps, etc. Je pense qu'on aura... Quand je voyage dans le temps, je parle de timeline, pas de voyage dans le temps. Bah, je pense qu'on aura vraiment un parcours de personnage. Tu vois. Ouais, bah, vu comment la bande-annonce est montée, c'est ce qu'ils veulent aussi te suggérer, je pense. Mais je me demande comment ils ont réussi à réunir un casting comme ça. Parce que Russell Crowe, Charlie Hunnam, c'est des acteurs qui tournent pas mal en ce moment. Bah après, pas tant que ça, tu vois, Charlie Hunnam, je sais pas s'il est tant overbooké que ça. Russell Crowe non plus, tu vois, je sais pas. Russell Crowe, il a quand même quelques projets. Ouais, certes, mais entre quelques projets dans quelques années et quelques projets maintenant, c'est sûr. Ouais. C'est pas pareil, quoi. Bon, en tout cas, on verra bien, messieurs, mais c'est vrai que ça a l'air très intéressant. On va passer au deuxième film, un film de Kevin Hood, Official Secrets. Alors moi, le premier truc que ça m'a fait penser, c'est Snowden au féminin. Ouais. Snowden chez les Britanniques au féminin. Ceci dit, on a une Keira Knightley qui a l'air de franchement bien jouer. Moi, je dis pourquoi pas. Qu'est-ce que vous êtes hypés, vous, messieurs? Moi, non. Parce que c'est pas mon genre de film. Comme tu as dit, ça m'a fait penser à Snowden aussi. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de film. C'est pas trop mon truc. Après, je trouve que par contre, ça a l'air assez bien foutu. Et comme tu as dit, Keira Knightley, elle a l'air assez bonne dedans. Donc, pourquoi pas. Mais voilà, ça me hype pas parce que c'est pas trop mon genre de film. Ouais, je comprends. Toi, Romu? Moi, c'est pas non plus mon genre de film. Vous avez pas aimé Snowden? Enfin, j'ai pas aimé Snowden, mais... Moi, je l'ai vu, j'ai aimé, mais enfin, j'ai trouvé ça sympa, mais je le verrai plus jamais, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Après, je reconnais que la bande-annonce, elle est suffisamment rythmée pour me pousser à aller voir le film, soit en salle ou en SVOD. Ouais, il sort en cinéma, donc... C'était marqué en fin de bande-annonce. Et puis, il y a quand même Matt Smith au casting. Ouais. Matt Smith, c'est Docteur Who. le docteur, ouais. Voilà. Ouais, donc, c'est vrai. Pas. Bon, c'est pas le plus inintéressant des projets, mais c'est pas non plus le plus intéressant. Mais surtout qu'on va avoir énormément de projets en 2020 et il va falloir faire le tri, j'ai envie de dire. Ouais, mais j'ai envie de te dire, on a dit ça pour cette année aussi.
Résultat, on s'est retrouvé avec une année mi-figue, mi-raisin, mais quand même de très bonnes choses. Je pense que à partir de maintenant, tous les ans, va falloir faire le tri. Tous les ans, il y aura des projets. Tu prends Mais 2021, apparemment, il y a 28 milliards. 2020, c'est une grosse année cinéma, apparemment. Ah, je pensais plutôt à 2021 où il y a beaucoup plus de trucs. Il y a Batman, il y a les Animaux Fantastiques, il y a vraiment beaucoup plus 2020, de tu trucs. vois, il y a le nouveau Nolan, et rien que pour ça, c'est. Rien que pour ça, on va juste s'endormir pendant un an et il se réveille en 2021, moi je pense. Ah, Je propose, hein. On fait t'inquiète. comme ça. Mais après, Il y a du je très pense bon. qu'à partir de 2020, à partir de 2020 et même avant, on va connaître une sorte d'expansion, tu vois, des productions cinématographiques, tu vois, avec les plateformes de SVOD. Les plateformes de SVOD, je pense qu'ils vont jouer un gros. Et ouais, je pense qu'ils vont jouer vraiment un gros coup. Netflix, qui pour moi fait partie de la pire des plateformes de SVOD maintenant, hein. Très honnêtement, Netflix pour moi ils sont un petit peu rincards. On en parlera, je pense, peut-être plus tard. Dans peut-être une question de la semaine. On a une question de la semaine cette semaine, donc je vous la poserai à la fin, totalement à la fin, et puis on pourra en débattre. Et puis écoutez, on aura peut-être une question de la semaine sur Netflix, un de ces 4. Ok. Le nouveau trailer, Truth Be Told, Aaron Paul, Octavia Spencer, et qui est-ce qu'on a d'autre? On a Lizzie Kaplan aussi. Moi, je suis hypé parce que voilà, je vais encore une fois Apple TV+, tout ce qu'ils font, c'est vraiment juste d'une qualité exceptionnelle. Vraiment. Antonin, s'il te plaît, tu peux pas nous avoir un iPhone ou quoi avec toute la pub que tu leur fais? Putain, envoie-nous des téléphones, envoie-nous un Mac. À part les AirPods, j'ai même pas de produit Apple en vrai. Mais vraiment, non, mais juste vraiment, pour être honnête, là je sais que je suis comme ça, mais le jour où vous vous pencherez sur Apple TV+, les productions en fait sont vraiment qualité, mais exceptionnelle. Mon recommandement, il porte sur une des séries d'ailleurs. Je vous en parlerai tout à l'heure, vous comprendrez peut-être un peu mieux. Truth Be Told, maintenant pour en revenir, on a l'air d'avoir d'un bon Aaron Paul, hein, ça ferait plaisir de le revoir après El Camino. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi j'ai dit pourquoi pas, parce que ça a l'air pas mal, hein, honnêtement, ça a l'air bien. Après j'ai un petit peu peur du déjà vu, tu vois. Quand tu regardes la bande-annonce, tu te dis ouais c'est bien, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de truc au moins 40 fois, donc à suivre, voilà, à suivre, parce que Aaron Paul j'aime bien, Octavia Spencer j'aime bien, donc à suivre, voilà, j'attends que tu me le recommandes en fait. D'accord, ok, très bien, je suis le mec Apple TV+, quoi. Et toi, Voilà, du coup, bah moi j'ai visionné la bande-annonce parce qu'on devait la visionner, ouais. Premièrement, et parce qu'il y a Aaron Paul au casting. D'accord. Et pour moi, Aaron Paul, c'est gage de qualité depuis. Voilà. Ok, alors, vas-y, continue. C'est gage de qualité et ça n'a pas donné envie cette bande-annonce. C'est pour moi une des plus mauvaises bandes-annonces de la semaine. D'accord. Mais pourquoi pas? Okay, faut jamais se fier aux bandes-annonces. Donc... D'accord, ok. Bon, bah on va passer du coup, vu que sinon je vais me faire brûler vif. Antebellum, produit par... ouais, mais non, attends, calme-toi. Produit par les créateurs de Get Out et Us. Maintenant, les créateurs de Get Out et Us, je pensais moi que c'était Blumhouse. Maintenant, ça a pas l'air d'être Blumhouse. Je pense qu'ils parlent du studio du studio, vous savez... non, du studio de Jordan Peele. Ouais, de Jordan Peele, c'est la petite intro avec la cuillère, là. Depuis Get Out, en fait, il a lancé son studio et l'intro, c'est le truc de la cuillère. Il l'a gardé un peu en tant que mimique de son cinéma, je pense. Moi, la première image que j'ai vue, je me suis dit, c'est un mélange entre Midsommar et Get Out. J'avais un petit peu l'impression de voir ça. Après, vu que ça se passe un peu moins dans cette espèce de champ contré, c'est peut-être un peu différent. Ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est à l'époque de l'esclavagisme. Je pense qu'il y a un mélange. Je pense qu'il y a un mélange. Il va y avoir des anachronismes, tu vois, un mélange entre deux époques. Parce que moi, dans la bande-annonce, j'ai vu des images d'esclaves, je pense. Tu vois, bah ouais, c'est ce que je pensais aussi. Avec en voix off, quelqu'un qui. Enfin, des secours, tu vois. Quelqu'un ouais, bah ça, on l'a tous vu, vu qu'on a tous entendu vraiment le. Et tu vois, il y a un mélange de deux époques. Il y a deux époques qui se confondent dans la bande-annonce, c'était assez perturbant. Ouais, c'est assez perturbant, ça, ouais. J'avoue, là, je suis un petit peu intrigué, mais en même temps, je me dis. Bon, voilà. Moi, j'ai mis la bande-annonce, ça allait intrigante, mais j'ai rien compris à ce qui se passait. Je vois pas de quoi ça va parler, en fait. Non, mais de toute façon, Jordan Peele, je comprends pas, moi. Donc, du coup, c'est pas moi qui... Oui, mais on sait pourquoi tu comprends pas, on dira pas ici. Arrêtez vos conneries. Non, mais j'ai pas aimé ces films, je suis pour rien. Mais,
Mais le problème, c'est quoi? J'ai trouvé ça intriguant, hein, pourquoi pas, mais il n'empêche que la bande-annonce est terminée et j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Peut-être qu'il faudra une autre bande-annonce pour Ouais, voilà, voir un ouais, petit peu peut-être plus une de deuxième. détails. Hein. C'est que la Après, c'est première. aussi le genre de film, je pense, qui réside beaucoup sur le mystère. Oui, Là oui, aussi. où, par exemple, Us, ils en avaient peut-être un peu trop montré. Oui, carrément, ouais. Voilà, autant que là, on comprenne pas trop. Et puis, maintenant, je sais pas qui est à la réal, mais si c'était un gros nom, il l'aurait mentionné. Ah Donc, non, c'est pas un gros nom, c'est clair. Ça doit être voilà, un premier film d'un jeune. Ça doit être un pourquoi pas, à voir. Et même le Pourquoi casting, il est composé De personnes de connues. ouais, à part Janelle Monáe, l'actrice principale. Ouais, mais c'est tout. Black, ouais. Et la petite là aussi fait flipper, hein. Je sais pas où ils l'ont trouvée. Quelle petite. La petite qui fait chut, ça va pas ça. À la fin, là, mais la petite trop glauque là, qui se balade. Ah bon, pourtant, elle fait bien flipper cette choupie là. Mais bon. Après, j'ai peur que ce soit une redite de Get Out et de Us, justement, tu vois, un mélange de tout ça. De toute façon, la c'est morale, plus- ça sera la même. Hein. Ouais, voilà, oui. En même temps, quand tu fais un truc centré sur l'esclavagisme, déjà de base, je pense que la morale, tu la connais, quoi, Ce forcément. sera toujours, dans tous ces films, c'est la même. Mais Dans bon, tout ce qu'il après, fait- est-ce que si le film est bien, est-ce que c'est un problème? Ah non, moi, ce que je demande, c'est que le film soit bien. C'est ça que je demande. Et la première affiche, elle est vraiment très belle. Les espèces de cornes de cerf, là? Non, c'est pas le même film. Ah, C'est mais... avec le papillon. Il y a un papillon sur l'affiche. Ok, je vois pas ce que c'est. Je te la montre. On la regardera plus après. tard, mais Bon, elle ok. est vraiment super. Bon, très bien. Bon, mais on a qu'à passer aux sorties et au visionnage de la semaine. On a pas mal de comparé à la semaine dernière. On va éliminer le plus mauvais en premier, je pense. Et puis, on va commencer par toi. Romu, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un petit peu, vu qu'on en avait parlé ensemble. Une série Netflix, le 5 décembre. V-Wars. Ouais. Série de vampires. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quand j'ai appris quand j'ai découvert le projet, j'étais plus ou moins épais, parce que moi, tout ce qui touche vraiment aux séries de vampires, séries de loups-garous, ça touche vraiment à mon adolescence. Donc, je pense à Teen Wolf, à Vampire Diaries, à toutes ces petites séries pour ados. Je sais que Joss, c'est pas trop son délire, je crois. Non, parce que je suis pas la cible, hein, c'est pour ça. Bon, c'est pour les petites jeunettes, quoi. Moi, je suis plutôt c'est pour la ménagère, là, toujours. On va revenir à cette ménagère. Mais ouais, quand j'ai découvert le projet, j'étais pas contre, tu vois. J'ai lu le synopsis, ça avait l'air super sympa, et puis il y avait Yann Somerhalder derrière le projet, donc l'acteur principal de Vampire Diaries. L'un des acteurs principaux. Ouais, l'un des acteurs principaux. Et quand j'ai découvert la bande-annonce, je suis tombé de haut, vraiment. Je me suis écrasé. Moi, je pense qu'on en revient au problème dont c'est Netflix, le souci, je pense. Ils produisent beaucoup trop de séries. En fait, ils essaient de faire leurs séries un petit peu teen dans chaque pays, et parfois même 2 fois par pays. Par exemple, Elite et la Casa des Papel. Et Jim, on a eu Jim. Ouais, mais c'est pas espagnol du tout, ça. Non, mais c'est une série. Ah oui, dans chaque pays, ce que je disais. Ouais. Ils essaient vraiment de faire leur truc qui va buzzer, leur truc qui va marcher. Par exemple, là, on a eu Mortel qui est sorti il y a un petit moment. Ça portait bien son nom. Ouais. Oui, clairement, ouais, c'est un beau paradoxe si je ne m'abuse. Mais non, la V-Wars, pour le coup, pour avoir vu le trailer, est-ce que tu as vu le trailer, toi? Non, t'es pas la cible, c'est ça. Toi, même pas, tu te donnes la peine de regarder le trailer. Non, parce que honnêtement, je vois ce que c'est, mais c'est pas pour moi, donc ça m'intéresse pas, donc je me suis pas du tout intéressé. Et voilà. Ouais. Bon, pour le coup, j'ai regardé par curiosité. Je veux dire, le problème, pour revenir un peu à Netflix, c'est que moi, il y a pas beaucoup de choses Netflix qui me touchent au final. Tu vois, il y a quelques séries par-ci par-là, mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne sur moi. Tu vois, Netflix, je pense que je suis pas vraiment la cible en fait. Hein. Quand je vois de toute façon autour de moi tous ceux qui aiment Netflix et qui sont à fond sur Netflix, c'est des gens qui sont pas très cinéma, qui sont pas très qui veulent regarder comme s'ils regardaient ça à la maison. Tu vois, ces petites séries sympas, tranquilles du dimanche, quoi. Et moi, ça me touche très, très rarement. Donc voilà, du coup, là en plus, le sujet, il m'intéresse pas. Donc je pense que je vais passer à côté. Ouais, bon, je vois. Bon, écoute, c'est pas plus mal, parce que de toute façon, ça a pas l'air très bien. Par contre, là, un truc qui a l'air très, très bien, le 6 décembre, le nouveau film de Noah Baumbach, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le situer, c'est le co-réalisateur du documentaire De Palma, Marriage Story, avec Adam Driver et Scarlett Johansson dans les rôles principaux. Au vu du trailer, ça a l'air d'être un film à performance, je dirais, et de toute manière, le film est passé en festival et c'est un film à performance. Pas mal de gens en parlent pour les Oscars au niveau des interprétations, et je pense que ça va enfin faire plaisir de voir Adam Driver
peut-être reconnu à sa juste valeur, parce que juste là, Dan Driver, il se fait juste charrier pour son physique, et c'est pas super cool. Et puis Scarlett Johansson, qu'on n'a pas souvent vu, en fait, en réalité, on l'a souvent vu, mais je pense qu'on l'a souvent vu quand on est cinéphile, sinon les gens, de manière générale, la connaissent pour les films Marvel, et faut pas oublier que c'est une très, très bonne actrice, quand même. Donc, je pense que c'est peut-être un film qui peut redorer leur blason, et moi, je dis, oui, ça a l'air franchement bien. Pas moi aussi. Ça me branche beaucoup ce film parce que j'aime bien les deux acteurs, donc je suis content de les voir ensemble. En plus, je trouve que ça a l'air de bien marcher. Il y a l'air d'avoir une bonne alchimie entre eux. Le film, il a l'air intimiste. Ça a l'air d'être un beau film. Il y a l'air d'avoir des belles performances. Donc voilà, moi, ça, je dis oui et j'aime bien les deux acteurs, donc ça me branche. Ouais, moi, pareil, tout ce qui est comédie romantique, ça me parle. Je suis la ménagère, voilà. Je suis l'exemple de la ménagère. Mais ouais, puis ce côté intimiste, on parlait juste à l'instant, là, ça me parle. Et puis, ouais, ça peut redorer leur blason, ouais. Parce que, justement, je vais vous poser une question simple. Ouais. On parle beaucoup en ce moment, et je vous en parlais des Oscars, des performances d'acteurs hommes. En femme, qui est-ce que vous retenez cette année? Ouais, je suis d'accord. On a le temps de réfléchir, non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps de réfléchir là. Soit si quelqu'un te vient pas, t'as retenu personne, hein, tout simplement. Moi, si je retiens les pieds de Margot Robbie. Moi. Ouais, mais bon, voilà. Bon, c'est pas ses pieds qui vont aller récupérer la statuette, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Non. Donc bon. Et apparemment, là, j'ai pas d'exemple de femmes qui m'ont marqué là cette année, mais apparemment, Scarlett Johansson, elle serait en lice pour 2 films. Elle a impressionné dans 2 rôles. Dans quoi? Dans Jojo Rabbit, qui est sorti en octobre aux États-Unis, ouais. Et dans Marriage Story. Ah ouais, d'accord, Jojo Rabbit. Ouais. Putain, si Jojo Rabbit il va aux Oscars, c'est pas mal. Parce que j'ai une femme moi que je trouvais très bien cette année au cinéma. Ouais, c'est qui? Je me suis plus souvent, c'est celle de Midsommar. Ah, Florence Pugh, tout à fait. Ah oui, elle est trop bien. Elle était bien, je trouve vraiment bien. Ah ouais, elle est trop bien. De toute façon, c'est une très bonne actrice de manière générale. Ah si, il y en a une autre aussi, d'un film que j'ai pas aimé, on en a parlé tout à l'heure, c'est Lupita Nyong'o. Mais le problème, je pense, c'est que c'est trop loin des Oscars. Ah ouais, c'est le problème. Parce que en fait, le film, il est sorti le même mois que les Oscars, 2018, 2019. Ouais. Du coup, moi, je vois ça un peu loin, quoi. Ouais. Maintenant, pourquoi pas, je dis, pourquoi pas. J'avais trouvé excellente pour le coup. Voilà. Ouais. Bon, why not. On va passer aux sorties du grand écran. Romu, c'est pas compliqué, tu vas pouvoir nous en parler directement. On va passer à La Famille Adams, en fait, vu que tu l'as vu. Voilà, on t'écoute. Moi, je suis pas du tout intéressé. Est-ce que t'es intéressé, toi, Joss, avant? Oui, j'adore La Famille Adams. D'accord, ok. Bon, vas-y, tu peux nous faire une petite... Je vais vous en parler rapidement. J'ai la chance de découvrir en avant le 17 novembre. Voilà, donc le film doit sortir le 4 décembre. Moi, j'aime beaucoup l'univers créé par Charles Adams. Il faut savoir qu'à la base, c'est une série de comics, une série de bande dessinée que je ne connais pas. Il y a eu une série télé en noir et blanc et 2 films que vous devez connaître certainement. Moi, c'est bien connu. Avec des acteurs, je n'ai pas les acteurs en tête, de Barry Sonnenfeld, donc c'est le réalisateur de Men in Black. Pour en revenir au film d'animation, moi, je l'ai trouvé super intéressant. Vraiment. On a cet aspect cartoon, vraiment cartoon qui fonctionne bien. Désolé, un peu comme Hotel Transylvanie. Vraiment, il y a une sorte d'analogie entre les deux super intéressante. Et ça me parle. Même si je reste quand même sur les 2 films de Barry Sonnenfeld, c'est un très bon film d'animation. Après, je comprends pas pourquoi en France, le distributeur a choisi de le sortir pour Noël. Il aurait très bien pu sortir pour Halloween. Pour Halloween. Ok. Ça, j'ai pensé aussi, j'ai trouvé ça assez dommage. Ouais. Bon, est-ce que c'est très grave au final? Je ne sais pas. Il y avait déjà beaucoup de films pour Halloween. Il y avait beaucoup de films, mais bon, là, il est entre des films comme Jumanji ou Star Wars. Donc, je pense que ça va lui desservir. Ça sort la même semaine que Jumanji. Donc, ça va lui desservir, à mon avis. Non, mais surtout, ça le dessert, c'est que, vu que c'est un film d'animation, c'est quand même pour les enfants, il y a la Reine des Neiges et il est mort face à la Reine des Neiges. Il est mort. C'est ça. Les parents, ils vont amener leurs gosses voir la Reine des Neiges. Ils vont pas les amener voir La Famille Adams, sauf si c'est vraiment une famille un peu cinéphile et que les gosses, ils adorent aller au cinéma. Donc là, et qu'ils ont un peu les moyens, parce que ça coûte cher. Donc, ils peuvent les amener voir une nouvelle fois, donc, par exemple, La Famille Adams, mais s'il y a un choix à faire, tous ils vont aller voir La Reine des Neiges. Et du coup, est-ce que c'est vraiment un public familial La Famille Adams, c'est pour les gosses. C'est un public familial, ouais. D'accord. Okay. Surtout le film d'animation, je le trouve plus accessible que les 2 films précédents. Et dans la salle dans laquelle j'étais, il y avait peut-être 75-80% de gosses. Et tout le monde. Il y avait Romu au milieu.
Et les 20%, c'était Romu. J'étais le seul adulte. Par contre, j'ai une recommandation à vous faire, si vous comptez allez le voir en VO et non en VF. Parce qu'en VF, on a Alessandra Sublet, Kev Adams et Mélanie Bernier. Alors qu'en VO, on a Oscar Isaac, Charlize Theron et Chloé Grace Moretz. Charlize Theron, elle fait beaucoup de doublage, hein, je crois. Peut-être, mais... Elle fait vraiment beaucoup de doublage, Charlize Theron. J'ai pas d'exemple qui me viennent... Là, je ne saurais pas te dire, mais je sais qu'elle en a fait pas mal. Elle a dû en faire un ou deux l'année dernière. Et je crois qu'elle en fait pas mal. Et le film a cartonné aux États-Unis. Bon, c'est pas plus mal. Tant mieux. Bon, passons à la sortie suivante. Jumanji Next Level. Je suppose que Joss, c'est pour la ménagère. Ouais, c'est pas. Non, c'est dommage parce que Jumanji à la base, ça pourrait me parler parce que j'aime tellement le premier Jumanji, j'adore ce film. Et le reboot là qu'ils ont fait il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans. Bon, j'ai détesté, mais vraiment détesté. Et là, quand tu regardes la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est encore plus nul que le précédent. Donc du coup, ça sera sans moi. Ils vont encore plus loin, c'est sûr, ouais. Et non, et puis moi après Dwayne Johnson, voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc, Kevin Hart. C'est pas pour moi. Kevin Hart, j'aime bien. Et même Black aussi, j'aime bien, mais Jack Black, j'aime bien, mais ouais, c'est pas pour moi, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait pas rire, ça me plaît pas, et je trouve ça des fois même naze. Donc, c'est pas pour moi. Bon, ok, ça marche. Bon, perso, je l'attends pas spécialement. S'il passe, je le regardais pas au cinéma, mais moi, je le regardais peut-être chez moi, quoi. Ça détend, en fait. C'est une comédie. Ouais. Ça se veut pas plus de tête comme ça. Le duo Don Johnson, Kevin Hart, il fonctionne bien de manière générale. Et ils s'entendent bien en plus dans la vie. Ah, mais ils sont super potes. Hein. Ils sont meilleurs. Mais Dwayne Johnson, il essayait de trouver un rôle à Kevin Hart là dans Black Adams. Ah ouais, ouais, il a dit, bon, j'essaie de te trouver un rôle et tout, désolé, mais bon, c'est chaud, il n'y a pas trop de rôle et tout. Bref, du coup, il essaie de lui trouver un rôle, mais ouais, non, ils font partie des duos américains qui fonctionnent bien, et que, bah voilà, dans la tête des gens, de toute façon, Dwayne Johnson, il a un capital sympathie juste exceptionnel, en fait. Ça, c'est clair. Donc, pourquoi pas? Mais comme Kevin Hart, même si il est moins connu en France. Ouais, mais Dwayne Johnson, il est bien plus... il y en a beaucoup qui suivent Dwayne Johnson comme futur président, ce genre de truc, tu vois, à quel point le mec, là-bas, il est respecté, et tout le monde l'adore, ça. En tant que gouverneur. Ouais, voilà, mais quand même pas le même genre de public, quoi. Parce que vraiment, Schwarzy, les comédies, c'était pas trop ça, quoi. Si. Moins que... Je préfère largement les comédies de Schwarzenegger que les comédies de Don Johnson. Oui, mais toi, c'est parce que t'as 48 ans, mais c'est pas le... c'est pas le débat, là. Non, mais après, voilà. C'est parfait, ça. Non, oui, mais après, c'est totalement différent. Je veux dire par là que je pense que Don Johnson a un capital vraiment sympathie et comique plus développé que Schwarzy, quoi. Ouais. Bon, vous m'avez compris, je pense. Ouais. Mais bon, moi, Jumanji, ce sera next, voilà. Voilà, ça sera son nom. Bon, on va finir sur cette belle... j'ai pas envie de leur donner du crédit, voilà, parce qu'ils vont en faire un 3, si jamais ça marche... Mais t'inquiète pas que tu as eu pas, ils feront un 3. Hein. Non, mais ils vont pas faire de 3, je vais manifester avec ma pancarte, Robin Williams... Ouais, bah bon, à parler de déterrer le pauvre Robin Williams, je vois pas trop quoi il va t'aider. Mais bon. Clair. Le prochain film, du coup, Brooklyn Affair, vous avez dû en entendre parler peut-être. Le grand retour d'Edward Norton au cinéma. Daniel Pemberton à la composition. Daniel Pemberton, compositeur de Le Roi Arthur, entre autres. Il faut savoir, Brooklyn Affair, c'est un film... Ouais, c'est un film avec Edward Norton, mais surtout par Edward Norton. C'est un film d'Edward Norton, en fait, tout simplement. On parle beaucoup... apparemment, le film marche pas mal aux États-Unis. C'est, paraît-il, le grand retour d'Edward Norton. Est-ce que vous êtes hypé? Carrément. Moi, je suis hypé depuis la première bande-annonce. Le sujet me parle. Ça a l'air vraiment à la fois tragique et loufoque. Tragico-loufoque. Voilà. Ok, d'accord. Par contre, au casting, on a un mec qui s'en branle depuis quelques années, donc c'est Bruce Willis. Vraiment, c'est un mec qui est là pour... Ah, il est au casting. Ah oui. Mais il joue que dans les premières scènes du film. Il est qu'au début du film. Comment tu le sais? Parce que j'ai regardé une interview d'Edward Norton. Ok. Et toi, du coup, Just, t'es hypé ou pas du tout? Alors, hypé, c'est un trop grand mot, mais je suis intéressé. Voilà. Hypé, non. Intéressé, oui, parce que voilà, je suis intrigué. J'aime bien Edward Norton, donc je suis... Voilà. Si, après, moi, le seul problème, c'est que je pense pas qu'il sera diffusé dans ma ville, le film. J'ai un petit doute. Non, clairement. Donc, je suis pas sûr que j'arriverai à le voir, mais si je peux le voir, j'irai le voir, parce que, voilà, Edward Norton, c'est un mec que j'aime bien, qui a fait beaucoup de films qui sont dans mes films cultes, donc du coup, voilà, je l'aime bien.
Et Ouais. c'est sa première réalisation ou... Il me semble Non. que je pense. Hein. Non, Je crois ah non qu'il a déjà réalisé un petit truc un peu à la con, entre guillemets. Et... Par contre, ouais, c'est sa première grosse réalisation, on va dire, mais il me semble qu'il a déjà réalisé un petit quelque chose avant. Il me semble. C'est quand même presque prétentieux de vouloir se mettre en scène dans son propre film, surtout pour un premier film. Vaut mieux se concentrer sur la réal ou ce genre de truc que. Moi, je sais pas si c'est prétentieux, non. Je sais pas. Bah, tu vois, un mec comme Ben Affleck, par exemple, il s'est pas toujours mis en scène dans ses films, quoi. Non, oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas très. Ça me dérange pas. Moi. Peut-être que le projet lui tenait vraiment à cœur. Tu vois, on Ouais, non, mais s'est après inspiré peut-être. de... Je sais pas, inspiré de faits réels, non? je sais pas du tout, j'ai pas vu le trailer. Ouais, Joss, tu sais si c'est inspiré de faits réels ou pas? Je crois pas, non. Avec un titre comme ça, Brooklyn Affairs, peut-être bien. Hein. Donc Mais bon. peut-être que ça lui a parlé. Ben, je sais pas parce que, alors, c'est peut-être, hein, mais quand tu lis un peu le synopsis, c'est quand même assez loufoque comme délire. Donc, après, il y a des histoires vraies qui sont un peu dingues, hein, donc peut-être, mais il me semblait pas que c'était une histoire vraie. Ok, bon, ben, on verra bien par la suite, messieurs. On en a fini avec les sorties de la semaine, on va passer au visionnage de la semaine. C'est pas compliqué, je vais vous demander tous les deux votre avis sur The Leftovers, messieurs. Ah, tu veux commencer, Romu? T'en as vu plus que Vas-y, moi. Joss commence et Romu contrastera. Ok, ouais. Parce que moi, j'ai vu que le premier épisode, j'ai pas eu le temps de regarder plus. Mais j'ai beaucoup aimé donc ce premier épisode, c'est assez prenant, voilà, il y a du mystère, c'est bien joué. En plus, j'ai revu ma copine avec ses pieds sales de Once Upon a Time in Hollywood, donc j'étais content de revoir ma petite Tipeee et surtout que bah, elle est vraiment belle, hein, cette gonzesse. Je la trouvais pas très jolie Ouais, dans bon, après, Once elle a un Upon a peu 12 ans Time, hein, mais dans le film. là, Enfin, dans ouais, ouais, la mais moi en série. plus c'est jeune, plus j'aime. Ok. Donc Oula. non, non, mais j'en parlais en fait quand j'ai même qu'elle est belle, je parle pas forcément de la beauté, mais je la trouve limite magnétique avec la caméra à l'écran. Je trouve que, tu vois, dans le premier épisode, elle ressort vachement bien, quoi. Elle est ultra, Elle ressort bien dans toute la ultra série, hein, visuelle. si je peux te rassurer. Ouais, ouais. Bon, bah, très bien. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était, voilà, il y avait de l'intrigue, ça m'a pris, j'ai eu de la curiosité. J'ai trouvé quelques scènes assez fortes. Et du coup, ben, j'ai hâte de voir la suite et je pense que je vais me pencher dès ce week-end. Ok, ben t'as bien raison, parce que je vous rappelle que le premier épisode est propre. Pour vous dire à quel point ils ont fait fort. Tu nous avais dit que Donc, ça montait. Crescendo, bah, chaque épisode est meilleur que le précédent, donc oui, ça monte crescendo. Et du coup, toi, Romu, ton avis? Toi, t'as vu plus d'épisodes, combien t'en as vu? J'en ai vu 4. D'accord. Un rythme assez quotidien. Un par jour, ouais, voilà. Ok. Bah écoute, moi je comptais regarder les 2 premiers, réalisés par Peter Berg. Je comptais m'arrêter au bout du deuxième juste pour en parler vite fait comme ça. Et finalement, j'ai vraiment été pris dans tout ce côté un peu mystique, ce côté dramatique et humain à la fois. Parce que comme tu nous as dit, l'événement tragique, enfin la résolution de l'événement tragique n'a jamais révélé. Jamais. Voilà. Donc ça semble vraiment. T'auras des pistes tout au long de la série, Ouais. mais le pourquoi, c'est vraiment le pourquoi. Ce sera jamais. Non. En fait, vraiment, ce qui est très fort avec la série, je trouve, sans entrer dans les spoilers non plus, c'est que tu parles de la dimension mystique de la série. La série, en saison 2 et en saison 3, prend une dimension mystique, mais qui est exceptionnelle. Mais le truc, c'est qu'en fait, cette dimension mystique-là, toujours, tu seras là en mode c'était vrai, c'était pas vrai, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, jamais le mec il va te faire prendre conscience qu'il y a tels événements qui sont surnaturels, ou il y a tel truc qui sont surnaturels ou quoi. Et moi, je trouve ça très intéressant dans le sens où tu interprètes ça comme tu le veux, et surtout, l'événement mystique, il est là, mais c'est surtout un postulat de départ, en fait. Un postulat de départ. Même si, en termes de développement de personnages, parfois, les événements mystiques interviennent énormément. Je pense à certains personnages en dernière saison, et en deuxième saison aussi, d'ailleurs. Mais... non, je dis rien. Mais voilà. En fait, ce qui reste très... comme je l'avais dit la semaine dernière, en fait, c'est que Damon Lindelof, ce qu'il a fait avec Lost, il voulait pas le refaire là. Il savait que ça marchait, qu'il s'était mal débrouillé à la fin de Lost parce qu'il s'était vraiment pris une storm sheet, même s'il y en a beaucoup qui ont aimé le final. Et là, donc, il fait un petit peu tout l'opposé, et tout ce qu'il a appris de Lost, il le remet dans cette série-là, et ça se voit parce que moi, je trouve la fin juste exceptionnelle, elle est parfaite. C'est une fin tellement intimiste, en fait, que t'en viens vraiment à te poser des questions et puis à te dire, ok, donc j'ai vu tout ça, et si au final c'était ça, enfin, tu vois, vraiment, moi, je vous la conseille, mais bon, vas-y, je te laisse continuer dans ton explication, excuse-moi. Je pourrais divaguer. Non. Okay. Non, c'est-à-dire qu'on te pose, on te dit 1. Ouais. Après, vas-y, si tu veux aller te faire détourer, tu peux. Maintenant, nous, on t'a dit ce qu'il en était et on ne dira pas ce qu'il n'en est pas. Justement, on te dit pas ce qu'il n'en est pas. Donc, tu peux te dire aussi, ok, peut-être que c'est quand même comme ça.
Voilà. Donc il y a un petit cheminement derrière quand même. Voilà. Après, à toi de. Tu verras si tu arrives à la fin de la série. Mais je compte vraiment arriver Ok, à bah, la super. fin de la série. Tu m'as recommandé une sacrée série, pas trop série, parce qu'il y en a énormément. Ça prend du temps. Bon, là, ça va, c'est assez court comme Ouais, série. 28 épisodes, Ouais, et c'est ça. ça se regarde vraiment facilement. Et Mm. puis, il y a vraiment un point de vue différent à chaque épisode. Tu vois, on suit des Ouais. personnages différents, et ça, je trouve ça. Ça, c'est ça toute la série. Hein. Mais j'adore ça. Vraiment. Voilà. Bah, ça, c'est un peu typique de Lindelof. Hein, il avait déjà fait ça dans Lost. Hein. Dans Lost, chaque épisode, on suivait un personnage clairement. à chaque fois. Et donc, du coup, c'est un peu sa petite Clairement. marque de fabrique. Mais Lost, ça me parlait un peu moins. Ça m'a jamais. Moi, Lost, c'est long, c'est ça le jeu. Il y a 6 saisons, donc c'est très long. Mais non, là, pour le coup, moi, je dis bravo. Tous les personnages sont brillamment écrits, et les personnages qui, au début, tu sous-estimes énormément, en fait, ils prennent une ampleur, mais qui est quasi monstrueuse dans la série. Et toi, typiquement, ce que tu me disais, c'est que tu ne comprenais pas encore, et toi, peut-être que Joss, ça va être pareil. Ce que le fils de Garvey, tu vois que c'est le fils de Garvey, Joss? Ah oui, je vois c'est qui. Ouais, je vois c'est qui. Bah, tu sais pas trop où ça va. Ah ouais, non, c'est clair que pour le moment, bon, j'ai vu que le premier, mais je comprends pas ce personnage. Mais c'est le premier épisode. Pour vous dire direct, ce qui se passe, c'est pas un spoiler, ce qui se passe dans le premier épisode de la série et dans toute la première saison a une incidence sur la psychologie d'un personnage dans le dernier épisode de la série. Et c'est ça qui est juste absolument exceptionnel, en fait. C'est-à-dire que là, ce que tu as vu au premier épisode, ça va changer la fin de la série. Mais le truc, c'est que tu le sais pas, en fait, et Damon Lindelof, c'est là qu'en termes d'écriture, il est trop fort, c'est qu'il va te débloquer tous ces personnages petit à petit et un à un. Et quand tout se mettra en place, ce sera là en mode « Ah, ok, je vois où il va en venir. » En fait, on doit prendre des notes à chaque épisode. Bah, tu pourrais... Non, mais tu vas très vite le comprendre. Tu vas très très vite le comprendre. Tu verras. Okay. Tu diras, ah, ce personnage a fait tel choix parce qu'il a été influencé par ça. Et à la base, ça s'est produit parce que ça, et c'est à cause de lui. Tu vois. Et là, tu remontes vite au premier épisode de la saison et tu comprends mieux. Voilà. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, au début, ça m'a perturbé. Je m'étais vraiment attaché à cette dimension mystique de la série. Vraiment, cette histoire un peu... Bah voilà, c'est compliqué de... Si quelque chose se produit dans la vie comme ça, c'est compliqué, tu sais pas à quoi t'en remettre, les croyants, ils sont encore plus croyants, enfin ce genre de truc. Mais rappelez-vous bien que la dimension mystique n'est pas le propos. C'est Voilà, c'est par causalité, la dimension mystique agit sur le développement des personnages. Mais ce n'est pas le propos, donc vous attendez pas à voir Jésus débarquer du ciel en volant, quoi. Hein. C'est dommage, ça aurait été classe. ouais, je sais pas, mais bon. Mais bref. Ouais, pour en terminer avec mon avis sur les 4 premiers épisodes, voilà, j'ai beaucoup aimé, vraiment. J'ai eu du mal avec la réalisation de Peter Berg sur les 2 premiers épisodes. Mais Peter Berg, il est très nerveux. Voilà, mais ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Sans spoiler, tu sais ce qui se passe au début de l'épisode. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça désagréable. Mais ouais, c'est une série vraiment très intimiste, très dramatique, portée sur les personnages. On ressent vraiment une réelle empathie pour les personnages, mais vraiment tous les personnages. C'est vraiment particulier. Et il y a une écriture vraiment très intéressante. On suit les personnages dans un parcours et la narration nous dit à la fin, c'est pas ça que je vous ai dupé en fait. Ouais. Tu vois, il y a une sorte de. Ouais, je vois totalement. Tromperie. Ouais, je suis d'accord. Et je sais pas si. Ah, je crois qu'il n'y a pas le générique dans le premier épisode de la série, il me semble. Non. Est-ce que toi, il t'a surpris quand il démarre au deuxième épisode? T'as pas du tout surpris le générique? Parce que la première image, quand même, t'es là en mode ok, c'est quoi ça et tout. Non, c'est habituel dans les premiers épisodes, il n'y a pas de générique. Enfin, généralement, il n'y a pas de générique. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous pensez de la bande-son du coup? Bande-son que je trouve quand même relativement exceptionnelle. Surtout le thème principal qui revient à cette époque. Ouais, et il faut savoir que le thème principal change à chaque saison. Ouais. Et qu'en fait, chaque saison, vraiment, si tu prends les CD, si t'avais des toi un à un, chaque saison est très différente en termes de thématique. Et c'est aussi ça qui fait, je pense, la richesse de la série. C'est que moi, en fait, quand j'ai vu la première saison, j'ai commencé à chercher un peu sur Internet, ce que les gens disaient, etc. Et j'ai commencé à voir des images et je reconnaissais pas ce qui se passait. Je reconnaissais pas l'endroit, je reconnaissais pas les personnages. Et je me disais, c'est bizarre et tout. Et quand la saison 2 démarre, en fait, le premier épisode que tu te dis, c'est en mode, ok, où je suis? C'est quoi la série, en fait? C'est quoi la série? Et ça, je trouve que c'est vraiment la force, c'est qu'elle parvient à se renouveler constamment. Et chaque saison est tellement différente l'une de l'autre que c'est presque une série d'anthologie. Je dis presque dans le sens où il y a quand même un fil rouge qui est l'histoire des Garvey, tout simplement. Ouais, ça se situe toujours dans la même ville. Non. D'accord. Voilà. Okay. Ça, tu verras, mais ça se situe pas dans la même ville tout le temps. Donc, je te dis pas comment ou pourquoi, mais ça ne se situe pas tout le temps dans la même ville. Et pardon, j'ai tapé un petit peu sur mon bug. Et donc voilà, moi je vous conseille de continuer. Moi je vous dis, c'est ma série préférée alors qu'avant c'était Fargo. Et voilà, elle est juste exceptionnelle pour moi. C'est prévu de toute façon.
Bah super, je te passerai les 2 autres saisons. Ouais. Parce que là, je pars, du coup, comme ça, tu pourras voir ça. C'est vraiment intéressant. J'ai eu du mal avec le 3e épisode. J'ai eu du mal. C'est l'épisode centré sur le prêtre? Non, celui-là, j'ai trouvé exceptionnel. Vraiment exceptionnel en termes d'écriture et en termes de fin. Vraiment. Enfin, c'est bâtard. Clairement. Si je peux me permettre. 4e épisode, c'est quoi? Le 4e Spoil épisode. pas, évidemment, histoire que Joss continue. C'est la poupée. Quoi? Ça n'a pas Il a mis Annabelle, qu'est-ce qu'il a mis? C'est poupée. Non, c'est l'histoire du bébé. Tu sais, de la poupée, là. Tu vois pas? Oh, ça me dit rien. C'est qui? Ah, c'est l'histoire qui est centrée sur un objet à retrouver, si tu préfères. Non, ça te parle pas? Je me rappelle plus, c'est qui le personnage? Le personnage, c'est Garvey. C'est lui qu'on suit vraiment. Ah oui, ça, je me rappelle. Et pour moi, c'est un épisode tampon. Je les appelle comme ça. C'est des épisodes où il se passe une petite intrigue, mais pas évoluer l'ensemble, tu vois. Voilà. Ok, ouais, je vois. Ah ouais, je vois exactement. Et ouais, c'est un épisode. Ouais. Mais tu verras vraiment toute la série comme ça. Donc bon, voilà. Messieurs, moi, je pourrais disserter dessus pendant 12 heures, donc je vais vous épargner ça. Mais vraiment, merci. Écoute, avec plaisir. On en parlera quand tu auras fini la série. Tu me remercieras toujours encore ou si tu seras en train de pleurer en PLS. Mais bon, on va passer à la suite. On va commencer par toi, Joss. Tu vas être le seul à en parler. Mandalo, épisode 4. Bah, j'ai vu. Épisode 4, tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Bah super, parlez-en tous les deux, messieurs. Mais moi, je l'ai pas vu encore. Ah, tu l'as pas vu? Ok. Non, je le regarde dès qu'on a fini d'enregistrer, je le regarde. Okay, donc, si on peut en parler sans trop en parler, ça m'arrange. D'accord, bon, vas-y, dis-nous ce que tu veux nous dire. Moi, vous savez ce que je pense de Star Wars, et je le répète cette semaine, je pense. C'est une série qui prend de l'ampleur. C'est une série qui prend de l'ampleur au fur et à mesure. Toujours plus d'action, toujours plus de développement du personnage de Mando. Voilà, il s'appelle. Il s'appelle pas Mando, mais c'est pour Mandalorian, mais il l'appelle Mando. Mais il s'appelle pas Mando. Ah bon, il s'appelle pas Mando? Non. Sinon, ils s'appellent tous Mando là-bas. Bah pourtant, le personnage dans Star Wars, il s'appelle Lando. Donc, ils ont pas des noms qui servent. Lando, c'est pas un Mando. C'est pas un Mandalorian. Lando, c'est pas un Mandalorian. Non. Les Mandalorians de Star Wars, c'est Boba Fett et Jango Fett. Ah, autant pour faire. Moi, enfin, j'ai dit Boba, mais c'est Boba. Hein. Ah ouais, Boba. C'est juste B2OB en fait. Oh putain. Dans Star Wars, il a des casquettes à l'envers et tout, nickel, Boba Fett. C'est tout ce que je peux dire sans spoiler. Est-ce qu'on a enfin une intrigue ou pas? Pardon? Est-ce qu'on a enfin une intrigue? De quoi? Parce que moi, du coup, je suis encore qu'à l'épisode 3 et pour moi, j'ai toujours pas d'intrigue. Je sais toujours pas ce que la série raconte. Donc, est-ce qu'on a... si tu en théorie, tu le sais déjà. Si, on sait ce que la série raconte. C'est parce que ça se construit en fait au fur et à mesure. Chaque épisode est une pièce d'un. L'épisode 3, normalement, clairement, et surtout la fin de l'épisode. Ouais, ça te donne une surprise, mais t'as quand même toujours pas une intrigue claire et nette. Tu sais toujours pas vraiment où ça veut aller. La fin de l'épisode 3, tu te dis, bon, ok, il va certainement se passer ça, mais tu sais pas vraiment encore où la direction que la série veut prendre. Mais c'est à toi, en fait, de te construire cette réflexion dans ta tête. Vraiment. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas ça intelligent. C'est ça, ouais, réfléchis un peu, toi, vraiment. Bébé Yoda. Bon, voilà, oui. Bah, du coup, ça va être tout le long, ça va être quoi, en fait? Un road trip avec bébé Yoda, en fait? Non, par contre, j'ai pas envie de te spoiler qui que ce soit ou quoi, mais il y a un personnage qui est introduit. Ah! Mais enfin, moi je l'attendais parce qu'on le voyait partout ce personnage dans la promo. Ah ouais, mais j'ai pas trop suivi la promo, donc je suis peut-être passé à côté. Romain me regarde en mode de qui tu parles. Le personnage quand ils arrivent dans le bar. Ah oui, ouais. Voilà. Donc voilà, on a une critique qui viendra sur la chaîne parce que Jérém et moi, on l'a critiqué hier soir, l'épisode, donc la critique arrivera dans la semaine. L'épisode, moi ce que je peux dire, c'est que c'est Bryce Dallas Howard à la réalisation. Et ce que je peux aussi dire aussi, c'est deux choses. Tout simplement, les deux premiers épisodes étaient réalisés par la même personne, à savoir le réalisateur. Non. John Favreau, il les réalise pas, il écrit juste. Il écrit tous les épisodes, John Favreau. Et donc, les deux premiers épisodes étaient réalisés par le réalisateur de Clone Wars, et les deux d'après, alors c'est pas sexy ce que je veux dire, étaient réalisés par des femmes. Et pour moi, ce sont les deux meilleurs. Bryce Dallas Howard, notamment, qui a dû pas mal s'inspirer de la réalisation de son père. Ouais. Mais je trouve que vraiment, en termes de réal, et rien que de photographie dans cet épisode, il y a un truc qui est vraiment bien foutu. Maintenant, le seul reproche que moi je peux faire à la série, et Josh, peut-être que tu le verras un peu comme moi, c'est que chaque épisode, j'ai l'impression qu'il est presque structuré indépendamment de l'autre. Bah, déjà, dans les trois premiers, c'était déjà ça. Hein. Voilà. Ils arrivent quelque part, une péripétie, ils repartent à la fin de l'épisode. Ils arrivent, une péripétie, ils repartent. C'est pour ça que quand je dis qu'il n'y a pas d'intrigue, mais c'est de ça que je parle, il n'y a pas un fil conducteur, quoi. Comment on pourrait l'appeler là? Ouais.
Il y a un fil conducteur pour l'épisode 4, c'est évidemment, de toute façon, on sait que la série va tourner autour de Baby Yoda. Maintenant, comme Romu pourrait l'appeler, l'épisode 4 est un épisode tampon. Hein. C'est-à-dire que c'est une péripétie qui se passe quelque part. Tout l'épisode, on résout un problème, un peu comme il y avait avec les anciennes séries, vous savez, Supernatural ou sur le truc, où tu avais vraiment un souci par épisode et tu le résolvais, une enquête ou quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, sauf qu'en plus, tu fais avancer un petit peu l'intrigue au niveau de Bébé Yoda. Mais sinon, pour le coup, c'est vraiment un épisode. Yoda, si je peux me permettre. Ouais, aussi le développement de Mando. C'est pour moi l'élément central de la série. C'est que au-delà de son aspect de robot, tu vois, on n'a jamais vu son visage. Alors, moi, il y a un gros point noir. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, oui, peut-être, dans le sens métaphorique du truc. Ouais. Mais là où il y a un gros point noir pour moi, c'est pas un spoil. Je sais pas, j'hésite à le dire en fait. Les oreilles, je sais. C'est pas un spoil, mais ouais, c'est bon, je vais pas le dire. Je te le dirai en off après, histoire de pas faire chier Joss. Mais voilà, c'est un épisode, comme tu dirais, tampon, enfin, un peu. Donc vraiment, c'est une péripétie. Hein. T'attends pas à voir autre chose. Oui, mais du coup, la saison, elle va faire combien? 8 épisodes, c'est ça? Ouais, on est déjà au 4e. Donc on va être du coup au 5, parce que vous avez vu le 4, on va arriver du coup au 5, et on n'a toujours pas de 15 que 3 épisodes pour nous mettre quelque chose. C'est quand même... 4, il en reste 4. Ah oui, du coup, oui, 4, ouais, ok, d'accord, 4. Mais non, mais dans tous les cas, je te dis, l'intrigue, tu la connais déjà. Hein. Le truc, c'est que maintenant, l'épisode 3, là où il tournait vraiment autour de l'intrigue, 4, c'est comme l'épisode 1 et 2, à savoir, il va à un endroit, il fait un truc, il repart. Voilà. Ouais, ma foi. Après, c'est pas forcément dérangeant en soi. Hein. Toi, ça peut être un bon épisode du coup, même si. Là, franchement, l'épisode est bon. En fait, tu sens qu'il y a vraiment une mythologie là pour le. C'est Star Wars. Tu sens qu'ils essayent d'amener des nouveaux trucs. Il est bon, mais un peu cliché quand même. Oui, certes, mais je pense que de toute façon, Mandalo, c'est pas ce qu'ils veulent. Ouais. À un moment, je me suis cru que tu commences. Bon, bref, je vais pas spoiler. Bref, on en a parlé avec l'heure, donc au pire, Joss, dès que tu auras vu l'épisode, tu pourras aller regarder notre critique. Ah oui, je vais la regarder, bien sûr. Pour terminer avec les visionnages de la semaine, je vais parler de The Neon Demon, donc ta recommandation de la semaine dernière que j'ai pu voir. Et alors, j'ai pris conscience d'un truc que je n'avais jamais pris conscience. C'est que j'ai du goût. Alors, outre ça, le fait que ça, j'en prendrai jamais conscience parce que je pense que tu n'en as pas. C'est pas le souci. Évidemment, en fait, je trouve qu'il y a de plus en plus de. Alors, soit tu vas me dire que vous êtes débile, soit vous allez me dire que je suis bête, soit vous allez me dire que j'avoue, j'avais pas pensé, soit vous allez me dire que c'est évident, quoi. Ça, on le dit pas, je trouve que. Ouais, donc t'as bien raison, en même temps, je suis un peu tombé. Mais bon. The Neon Demon, en fait, je vois de plus en plus de thématiques communes entre le cinéma de Nicolas Winding Refn et le cinéma de Tarantino. Tu me diras ce que t'en penses, Joss. Alors, peut-être que tu n'y as jamais réfléchi, justement. Mais je trouve qu'en fait, comment il articule son cinéma, par exemple, Drive en est le parfait exemple. Drive, c'est du développement, et bam, ça explose. Tout comme un film de Tarantino sait le faire. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je trouve que The Neon Demon, c'est un petit peu pareil, en fait. Ouais, c'est vrai. À ce niveau-là. D'autant que dans la violence, c'est pas loin d'être presque plus glauque. Je pense à la scène choc, tu vois, pour moi, de laquelle je parle, peut-être. La scène avec Jena Malone. Ouais. Je vois très bien. Graphiquement, j'ai jamais été choqué, mais ça m'a fait mal à l'aise, cette scène. Je sais pas pour toi quand tu l'as vu. C'est malaisant. Ouais. Alors, du coup, pour revenir sur le film au sens propre du film, c'est un film que je voulais voir depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai une question, parce que toi, t'aimes beaucoup Nicolas Winding Refn. Comment ça se fait que tu l'aies jamais regardé, en fait, ce film? En fait, c'est le sujet qui m'attirait pas, et je trouvais vraiment qu'il avait cette espèce de je voyais l'aura qu'il avait le film, et vraiment de l'extérieur de ce que je voyais, ça avait l'air d'être Only God Forgives, mais un peu plus long et plus chiant, tu vois, pour moi. Ouais. Maintenant, je regardais un jour ou l'autre, tu vois, je sais, mais c'est juste que je l'avais pas mis dans mes prios, quoi. J'ai pas vu tous les films de Nicolas Winding Refn, mais je suis un grand fan, tu vois. Drive, c'est mon film préféré, par exemple, donc voilà. Mais du coup, pour revenir au film au sens, au film lui-même, il manque des trucs, je pense. En fait, je trouve que c'est Only God Forgives, mais poussé vraiment à l'extrême. C'est-à-dire que tous les défauts que tu retrouves dans Only God Forgives, à savoir la lenteur, peut-être le souci de développement de certains personnages, voilà, en gros, c'est poussé à l'extrême dans une Demon, et les bons trucs que tu pouvais retrouver, à savoir le jeu de personnage de, par exemple, de... Comment elle s'appelle? L'actrice Elle Fanning. Ouais, Elle Fanning, il est
incroyable, même si je m'attendais pas à ce que les films prennent ce tournant-là. Ouais. En fait, je trouve que c'est ça, que c'est vraiment le cinéma de Nicolas Winding Refn poussé à l'extrême en 2016. C'est-à-dire qu'entre-temps, To Die Young est sorti, et là, je trouve qu'il est encore allé plus loin. D'ailleurs, Cliff Martinez, qui est sur tous ses films, il me semble, depuis Drive, la composition de Jason Dimon vraiment, mais vraiment similaire à celle de To Die Young. Et en fait, j'ai presque l'impression de retrouver... pour moi, tu pourrais placer Only God Forgives, The Neon Demon et To Die Young dans le même univers, en fait. Presque comme si c'était... Tu vois, tu pourrais faire un Nicolas Winding Refn Universal, je sais pas trop quoi. Et en ça, je trouve que c'est intéressant, qui garde les mêmes thématiques que vraiment tu reconnais quand c'est un film de Nicolas Winding Refn. Il y a que lui qui le fait comme ça. Pour moi, le film est bon, mais il manque de certains trucs, quoi. Ouais, d'accord. Notamment en termes de scénario. Ok. Par contre, il y a des scènes qui sont vraiment exceptionnelles. Par exemple, la scène avec Keanu Reeves, elle est surprenante au début. Ah ouais, moi je la trouve très bien cette scène. Ouais, elle est très bien, totalement. Bref, on n'en dira pas plus pour pas spoiler. Est-ce que vous avez vu autre chose cette semaine? J'ai vu des sorties ciné, moi, du coup. J'ai vu À couteau tiré. Ah bah vas-y. Le nouveau Ryan Johnson que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça sympa. Donc, pour vous resituer un peu l'histoire, c'est un peu un Cluedo movie, quoi, tu vois. C'est une maison, un mec meurt et tous ceux qui étaient présents dans la maison, du coup, ils sont suspectés du meurtre et Daniel Craig, qui joue le détective, va les interroger à tour de rôle et il va essayer de résoudre l'enquête. Et c'est sympa, c'est très bien réalisé. Le film est très drôle. Alors ça, c'est la surprise. Je m'attendais pas à rigoler pendant le film, mais si, il y a beaucoup d'humour. Ryan Johnson, il joue beaucoup avec le spectateur. Beaucoup de fausses pistes. Beaucoup aussi, il va te faire des révélations et derrière, il va te les annuler. Enfin, du coup, en fait, en tant que spectateur, tu as limite ta place dans le film. Tu vois, tu as l'impression d'être un personnage ancré au sein du récit. Et du coup, voilà, j'ai passé un très bon moment. C'était très sympa et je vous le recommande. Mais pourquoi tu dis que tu t'attendais pas à rire? Puisque la bande-annonce... Parce que déjà, oui, la bande-annonce, ça te montre qu'il y a un petit côté humour, mais Ouais. moi, je suis quelqu'un qui rigole pas souvent devant les films. Alors, je suis assez dur à faire rire, on va dire, en quelque sorte. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui va rigoler beaucoup dans les films. Et je m'attendais du coup à pas vraiment, tu vois, je m'attendais pas à rigoler. Et du coup, j'étais surpris parce que j'ai quand même rigolé 3-4 fois. Et la salle, d'ailleurs, a rigolé 3-4 fois. La salle a très bien réagi au film. Et voilà, du coup, voilà, j'étais surpris. Et en fait, il y a des trucs que je peux pas trop vous dire parce que ça vous spoilerait, mais en fait, il va te faire croire à des choses comiques qui vont se passer, tu vois, même des fois des scènes burlesques. Tu vas rigoler parce que tu vois la scène venir et en fait, la scène, elle viendra jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, tu te dis, putain, Ouais. il m'a bien niqué, tu vois, et franchement, ça marche bien. De payoff et pas de payback, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et juste une petite question. Moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai... C'est les personnages de Anna de Armas et de Chris Evans qui ressortent beaucoup. Ouais. Moi, je fais ma critique, elle sortira dimanche sur ma chaîne. Ouais, mais tu sais, nous, on te regarde pas vraiment, on n'apprécie pas trop. Non, mais ça sort demain de toute façon, donc c'est normal que vous l'ayez pas vu. Mais Et oui, j'en parle. J'en parle parce que Anna de Armas, oui, c'est le personnage peut-être le plus drôle du film. Du coup, c'est sur elle que va jouer beaucoup l'humour, en fait. Et, C'est étonnant parce que le potentiel comique d'Anna de Armas... c'est surprenant, ouais. Est-ce que c'est risible à son insu ou le personnage est marrant? Non, c'est assez risible à son Ah, en ok. fait. Donc elle se fait mollo, quoi. C'est pas exactement ça. En fait, son personnage, en fait, elle a un problème. Et en fait, tu vas rigoler de son problème. Voilà. Ah, Tu c'est pas vois? cool, se bloquer des handicapés. Hein. Voilà, c'est pas un handicap qu'elle a, mais elle a un petit problème, on va dire. Voilà, elle a une névrose. Ok, d'accord. Ouais, j'espère que c'est pas trop glauque. Et du coup, toi, tu le recommandes, quoi. Ouais, franchement, je recommande. C'est vraiment très sympa. C'est par exemple le dernier film un peu dans ce genre-là, c'était le dernier pas Sherlock Holmes, qui se passait dans un train là. Comment c'était? Si, c'était Non, Sherlock c'est pas Holmes. du tout Sherlock Holmes, ouais. Non, c'était quoi? Le crime de Laurent Express. Oui, voilà, c'était ça, le crime de l'Orient Express, pardon, c'était ça. À Hercule Poirot. Voilà, Hercule. Ouais, Hercule Poirot avec un gros casting. Et pour le coup, c'est 10 fois mieux à couteau tiré. Ouais, 10 fois. je pense que parce que le fait que ce soit une histoire originale, déjà. Oui, et puis pour le coup, moi, le crime de l'Orient Express, au bout de 10 minutes, j'avais deviné qui c'était. 10 minutes.
Bah, de toute façon, Là, l'histoire est connue de base, mais oui, et de base, mais je la connaissais pas. Donc, du coup, j'ai vraiment découvert avec le scénario du film. Et au bout de 10 minutes, j'avais capté l'embrouille. Pour moi, c'était ultra flagrant. Je m'étais ennuyé devant le film. Que là, franchement, tu vois pas forcément la chose venir. Pour le coup, c'est assez bien amené. Et même ça, il sort un peu des sentiers battus de ce genre-là. Tu vois, dans son écriture, Ian Johnson, voilà, je peux pas trop vous en dire, sinon ça spoil. Mais même sur ça, il sort un petit peu des sentiers battus. ok, et c'est un huis clos, c'est ça? À 90%. Oui, c'est quoi D'accord. ça? Pardon, je vais faire exprès. C'est une horloge qui sonne. Ouais, c'était un peu ça, désolé. Ouais, non, c'est un huis clos ouais, à 90%, quoi. 90% du film va se passer dans le manoir où il y a eu le crime. Et il y a ouais, 10% parce qu'il y a une petite scène poursuite à l'extérieur du manoir. Donc ouais, 10% à l'extérieur. Et Jamie Lee Curtis, elle est comment dans le film? Vieille. Ouais, bah, elle est vieille. Après, elle joue un peu toujours le même. Elle m'a fait penser à son personnage qu'elle a dans Halloween. Tu sais, elle est un peu vénère, quoi. Tu vois, elle est un peu en colère. Ah Elle ouais, joue un c'est petit une même peu énervée. voilà, elle joue un petit peu Elle, son rôle, c'est un peu la vieille riche, un peu froide, tu vois, Ok, ouais. voilà, un peu sec. Tu vois, un peu sec, voilà. Ok. Et t'as vu autre chose cette semaine? Franchement, si tu me parles de la Reine des Neiges 2, juste je vais quitter le Discord tout de suite. Ben, je vais te parler de la Reine des Neiges 2, ouais. Bon, ben, à plus les gars. Ouais, bon, après, il n'y a rien, Fais y vite, a fais pas vite, fais grand-chose à vite. dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis pas la cible, forcément, voilà. J'ai pas aimé parce que je suis pas la cible. Après, je pense que les gosses, ils vont aimer. Donc, je pense que voilà, c'est fait pour les familles, pour les enfants, pour les petites filles. Et voilà, je pense que si t'es dans ce secteur, t'aimes bien. Moi, j'ai pas aimé. J'ai juste trouvé ça très beau visuellement, mais tout le reste, j'ai pas aimé. Et c'est fait pour vendre des produits dérivés aussi, surtout, non? Oui, bien Faire sûr. des Bah, produits dérivés, Gérard n'est pas là, mais bon. ils ont, oui, bah, bien sûr. Hein. Et t'as de quoi faire, quoi. Bon, bah écoutez, merci pour tous ces petits visionnages de la semaine. Vous aviez suggéré une idée, je crois que c'était toi, Joss, le fait que je vous donne des anecdotes et qu'on en discute. Donc Ouais. c'est tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui dans la séquence vrai ou faux, ou le choix. Donc ça se transforme un petit peu. Je vais tout simplement vous donner des anecdotes et je vais vous laisser réagir. Je peux même vous faire des petites devinettes si vous souhaitez. Vous préférez une devinette? Ah, c'est plus drôle. Une petite devinette? Bon, bah regarde, c'est pas T'en compliqué. penses quoi, Joss? Allô? Ouais, ça avait coupé, pardon. J'entendais plus rien. Désolé, t'en penses quoi? Tu préfères une devinette ou... Oh, bah, fais une devinette, si tu veux. Oh, ok. Ah, yes. Donc, les séquences originales d'Apocalypse Now, en termes de mètres de pellicule, à votre avis, ça fait combien? Et en termes de durée de film aussi, si vous voulez. Donc, les séquences originales, à savoir les rushs. Ouais, la séquence originale. En durée de film, je pense que ça a dû faire 5h25. Non, je te parle, non, attends, je te parle pas du montage du film, je te parle des rushs mis bout à bout. Ah! Oh putain, j'en sais rien, Tu moi. parles du mètre de pellicule, c'est ça? Du mètre de pellicule, et du coup, quelle durée ça représente? Moi, je dirais 24 heures et D'accord. plus d'1 kilomètre de pellicule. D'accord. Et toi, Joss? Plus. Moi, je dirais. Non, 24 heures. Moi, je dirais 18 heures. D'accord. Parce que, ouais, 18 heures, et je dirais par contre 1,5 km de pellicule. Ok, bon, vous êtes bien mignons. Comment on explique ça à l'opposé? C'est-à-dire qu'il y a 381 km de pellicule Quoi? pour Ça 230 heures de rush. Ça va, personne n'est sous le choc. 230 heures de rush, à savoir que c'est plus que Kubrick avec son 2001 Odyssée de l'espace. Hein. C'était combien pour. C'était 200. Mais ils font quoi avec la pellicule? Ils la déroulent jusqu'à chez eux, non? Franchement, je pense qu'ils ont dû se tracer un petit chemin pour rentrer chez eux. Ils ont fait le petit poussé avec la pellicule. 381 km, c'est juste insane en fait. Hein. Les mecs, ils ont juste fait Marseille-Bordeaux, quoi. Même pour le travail de montage, tu vois, de collage, etc. ça doit être épouvantable. Putain, faut avoir de la patience. Travail de collage, disons que t'as 100 mecs à la suite là qui se passent ta pellicule comme ça pour que l'autre. Ah ouais, non, ça doit être ouf. Non, mais après, évidemment, c'est mis bout à bout, mais c'est cut en rush aussi. Donc ça va, au final, c'est faisable. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça devait être chiant, parce que ça a été monté en pellicule. Donc l'étape de montage de l'époque, c'était vraiment le démon. Et j'ai eu la chance de voir à la Cinémathèque de Toulouse des pellicules, des petites pellicules du film Apocalypse Now. C'est en train de restaurer certaines pellicules. Pour la restauration là qu'ils ont faite récemment, je pense. Ouais. Et ouais, non, mais en vrai, c'est passionnant, il faudrait qu'on en parle un jour. Les anciennes méthodes de tout ce qui est montage, même, ou de
De tournage. Ouais, de tournage, carrément. Bon, passons à la deuxième anecdote. Là, je vais vous la balancer direct. On va parler de Fast and Furious. Bon, personne n'est grand fan ici. Merci. Ouais. Ni Michelle Rodriguez, ni Jordana Brewster n'avaient leur permis quand elles ont tourné Fast and Furious. C'est quand même c'est vrai. Quoi ? Il faut dire si c'est vrai ou faux. Non, c'est pas d'accord. ça, c'est juste l'anecdote. Ah. Elle l'avait Ah, pas, bon. je précise, elle l'avait pas avant le film, mais elles ont dû le passer pour le film. Ah oui, d'accord. Donc, C'est bien. c'est-à-dire que tu décides Par de jouer contre, dans un film de voiture, t'as pas le permis, quoi. Mais moi, je crois, en fait, le problème, c'est que ils ont pris le problème, c'est qu'ils ont fait la chose que déjà, il fallait leur apprendre à jouer, tu vois, déjà, et après, ils apprennent à conduire, tu vois. Oh, t'es un peu dur là, Josune. Ah non, parce que autant Jordana Brewster, je l'aime bien, elle est mignonnette, mais alors On sait Michelle pourquoi tu l'aimes bien, Rodriguez, toi aussi, arrête. Hein. mais Michelle Rodriguez, je déteste. Voilà, donc, Ok, bon, tu peux quitter le podcast, hein, c'est bon. Bon, c'est cool. Actrice. Elle a pas fait Ouais. d'excellents films, tu vois ce que Non, je veux dire. c'est sûr, mais Elle a Puis eu même ça, sa tête à claque, je supporte pas. ça, je sais pas, mais elle a tourné dans un rôle bien badass, d'ailleurs. Oui, avec le bonhomme, là. Avec Danny Trejo. Avec Danny Trejo, ouais. Mais ouais, j'aime bien son côté action. Je suis pas incroyable comme actrice, mais elle a ce côté un peu badass, tu vois. Mais qu'elle a plus du tout, d'ailleurs. Pourquoi ? Elle joue plus dans grand-chose. Non. Elle a fait un DTV récemment où... Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, j'en ai entendu parler, ouais. Ah oui. J'ai arrêté le film au milieu. Ah ouais, Vraiment, ok, d'accord. c'était Ah, horrible. pour quelqu'un qui supporte l'actrice, ça doit être triste déjà. Ouais. Mais bon. En 1952, sur le plateau de The Thing, l'équipe, donc acteurs et techniciens, était composée uniquement d'hommes. Il n'y avait pas une seule femme sur le plateau. Ouais, putain. C'est juste insane, en fait. C'est pour ça que le film est devenu bon. Oh, mais toi, oh, mais on va le faire détruire. Non, mais c'est du bon, je rigole. Je rigole. Ça va, j'ai dit que j'adorais les pieds de Margot Robbie, c'est bon. Ouais, mais bon, les pieds, bon, ça veut pas dire que c'est une femme s'il y a des pieds. Ouais, non, après, c'est. Après, à l'époque, le cinéma, déjà même encore maintenant, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Les femmes commencent à se faire de la place. C'est pas très une femme, bien. pas une seule femme, t'imagines. Oui, c'est vrai que pas une femme, c'est quand même incroyable. Ouais, mais après, il faut savoir, est-ce que c'était volontaire parce que voilà, c'était un peu misogyne, ou est-ce que il a juste pris pour lui les meilleurs du moment et c'était à chaque fois des mecs, et tu vois ce que je veux dire, il faut juste voir, il n'y a pas forcément un côté misogyne à tout. Tu vois ce que je veux dire. Après, c'est sûr que zéro femme, c'est quand même assez incroyable. C'est que Carpi, d'habitude, il a tourné plein de fois avec des femmes. Carpi, oui, c'est voilà. content, pour les autres films. Il est pas mal avec eux. Ouais, aussi, ouais, mais il a tourné beaucoup avec des femmes. Donc, même son tout premier film, il l'a fait avec des femmes. Donc, c'est peut-être une coïncidence. Le mec, il est arrivé le premier jour, il s'est dit, c'est bizarre, il y a souvent des femmes là. Il n'y avait plus personne dans les équipes techniques. Mais après, je pense que c'est l'époque, tu vois, c'était les années 80. Je sais pas comment ça fonctionnait à l'époque. Mais... Je sais pas, peut-être que c'était normal à l'époque. C'est les années 50, hein. 1952. C'est pas John Carpenter là. Ah, on parle peut-être du. Ah merde, je disais. Ah ouais, on doit parler de l'original, ouais. Pardon, ouais. C'est pour ça que je suis en train de me dire, parce qu'il a pas 100 ans quoi. Carpi, non, il a pas 100 ans. Oui, pardon, je parle du film original qui s'appelle pas The Thing, il me semble. Il s'appelle un autre truc. Si, c'est The Thing. Ah bah merci, du coup, ça n'a plus rien à voir quoi. D'accord. La chose, ok, ouais, c'est la chose, ok. Très bien, bon, bah écoutez, sur ce petit mea culpa, on va passer à la quatrième anecdote. Donc, vous vous rappelez tous de Drive, je suppose que oui. Oui, bien sûr. Vous rappelez, est-ce que vous. Bah, toi, tu l'as vu qu'une fois, Romu, c'est ça? Tu vas peut-être pas t'en rappeler. Est-ce que tu te rappelles que Ron Perlman se fait tabasser sur la plage à la fin du film? Ouais. On parle bien du Drive de 2000. De 2011. Oh là là, toi, tu cherches les noisettes, hein? Ah oui, il se fait tabasser avec le masque de cascadeur là, enfin. Ouais. Ryan Gosling, il met le masque de cascadeur sur la plage. Tu sais de quoi je vais parler ou pas, Joss, du coup? Bah non, je vois pas de quoi tu veux me parler. Et en fait, les cris de douleur, ils sont réels parce qu'il s'est véritablement fracturé la rotule. Quand tu le vois hurler, juste, en fait, il est en train de douiller ses grands morts, quoi. Je sais ce que c'est parce que je me suis luxé 3 fois la rotule, si vous voulez. Mais luxé, c'est pas pareil que fracturé, si. Ça fait mal. C'est moins violent, une luxation, non? Ah, mais ça fait mal, une luxation. Attention, une luxation, ça peut faire très mal. Voilà, je touche du bois, je me suis jamais raflé, je touche. Mais bon. Bah écoutez, voilà, on en a fini avec ces petites anecdotes. C'était très sympa. J'espère que vous êtes contents. J'aime bien apprendre sur des... Bah super. Merci. Bah du coup, avec plaisir, Romu. Mais tiens, pendant que tu fais le rigolo, tu peux passer à ta recommandation. Attends. Le parfum? Ouais, le parfum.
et pas la série de Netflix. Elle est pas bien la série Netflix? Je sais pas, mais j'ai pas envie d'en parler. Tu vois, on va faire comme si elle n'existait pas. Alors, bon, moi, je vais vous parler de ce film allemand qui est adapté d'un roman de Patrick sorti en 1985. À la base, il devait être réalisé par Stanley Kubrick. Il est passé entre plusieurs mains. Tim Burton, Attends. Roméo, vous coupez grave, là, ça coupe. Ça saccade ouf. Là, ça coupe. Là, non. Ok, donc je recommence. Ouais, s'il te plaît, recommence. Alors, je vais vous parler de en 2006, adapté du roman éponyme de Patrick Süskind, en 1985. Il faut savoir que le projet est passé entre plusieurs mains. Stanley Kubrick, Tim Burton et plein d'autres réalisateurs. Il est réalisé par Tom Tykwer, j'espère que j'écorche pas son nom. Il a récemment, il y a 7 ans quand même, co-réalisé Cloud Atlas avec les Wachowski. C'était 3 à la réal, quoi. Ouais, 3 à la réal. D'accord. Voilà. C'est pas récent, hein. 2012 vraiment. Si, c'est récent. C'est film plus récent. Okay. Il officie aussi à l'écriture. Il a été épaulé par Andrew Birkin, c'est le frère de Jane Birkin, pour ceux qui connaissent, voilà, pour les plus anciens d'entre nous. Et Bernd Eichinger, c'est compliqué à prononcer, voilà, c'est horrible. Des auteurs reconnus qui ont bossé sur L'Histoire sans fin et Le nom de la rose. Voilà, des œuvres super cool. Le casting est emmené par un trio que je trouve vraiment prestigieux, ou duo, ça dépendra de la vie de chacun. Donc on a Dustin Hoffman, Alan Rickman et Ben Whishaw. Toi, tu sais ce que je pense de Ben Whishaw, peut-être, Anto? Non. Voilà. Je le trouve incroyable, vous allez savoir pourquoi. Le synopsis, donc l'histoire se déroule au début du 18e et on va suivre le parcours commun de Jean-Baptiste Grenouille, interprété par... Jean-Baptiste Grenouille? Ouais, déjà... Oh nom de Dieu, c'est quoi cette histoire? Peut-être qu'il est déjà parfait, le mec. Tu verras, c'est super intéressant. C'est un jeune homme qui possède un odorat exceptionnel et je ne vais pas en divulguer davantage pour vous laisser découvrir par vous-même certains éléments de l'intrigue. Bah moi je l'ai déjà vu donc ça va. Ok, d'accord, bon toi tu sais ce qui se passe mais tu diras. Ouais. Je dirais. Tu l'as vu toi? Je vous ai pas demandé d'ailleurs. Non, moi je l'ai pas vu. Ok. Moi je l'ai vu au cinéma avec au collège ou au lycée 2006, j'étais au collège avec ma prof de français. Il montrait ça au collège? Bah on allait le voir au cinéma, ouais, avec ma prof de français, on allait au cinéma. Il y a des scènes assez crues. Il y a des scènes crues. Ah oui, ça c'est cru. Hein. Ok, d'accord, vas-y, continue. Donc je vais passer à mon avis assez simple, parce que j'ai rédigé ça hier. Donc c'est un cœur de cinéma. Voilà. Il est sorti en 2006 et j'ai dû le voir en 2015. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à devenir cinéphile, on va dire. Le récit est dense, tragique, hyper passionnant, enivrant. Le parfum enivrant, voilà, j'ai essayé de faire une analogie entre les deux. C'est magnifique. Voilà. Juste si tu me fais remarquer, c'est que l'analogie fonctionne plus du tout. C'est un peu comme les blagues. Ta blague, genre, c'est vraiment nul. Je me suis dit que peut-être que les gens n'allaient pas comprendre. D'accord, donc tu dis que nos auditeurs sont cons. C'est bien. Ouais, je peux revenir là, t'exagères un peu. Je vais me faire conspirer. Non, mais à mon avis, il dit ça pour Jérôme aussi. Oh putain. Et donc, ouais, Ben Whishaw y est pour beaucoup, vraiment. Cet aspect hyper passionnant du film. Il a un rôle très physique, très psychologique. Il a vraiment travaillé son rôle en amont avec le réalisateur. Voilà, donc il y a une vraie profondeur physique et psychologique. La mise en scène et la photographie, elle est typique d'un film d'époque, tu vois. On a tous ces tons un peu ocre, jaune, il y a tout ce côté un peu... Craspec. Ouais, craspec, voilà, ça a l'habitude de le dire. À la Seven, quoi, un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Voilà, j'ai pas fait le rapprochement, mais ouais, il y a un peu dans l'imagerie à la Seven. Et ça rend le film presque onirique. Je sais pas ce que t'en as pensé, Joss. Si ouais, c'est vrai. Il l'a vu au collège. Non, mais je me rappelle bien parce que j'avais beaucoup aimé, donc du coup, je l'ai assez bien en tête. Ouais. Bah, parce qu'il était au collège l'année dernière. Pas cool, non, il était au collège il y a 20 ans. Mais bon, c'était le collège en noir et blanc et tout, c'était nickel. Bon, là, je t'avoue, ça manque d'un petit truc pour me convaincre. Hein. C'est-à-dire que t'as tellement rien dit que je me demande ce qui se passe. Bah, justement, c'est quel genre de film? Film de genre. Bon, c'est un film de genre? Ouais, c'est un film de genre tragique. C'est vraiment tragique, c'est vraiment dur. Faut pleurer, quoi. Ouais, c'est limite ça. Tu peux pleurer quand tu suis le parcours du personnage. Okay. Tu apprends des choses sur lui assez cruelles. Et pour terminer, bon, le film il est assez long, il dure 2h21. Ouais, ça reste moins long que The Irishman, t'inquiète. Ouais,
Ah bah, si j'arrive mal, on compte. Hein. Ouais, Pardon. Mais pour un film, Ouais, en 2 heures, ça va tranquillement. Donc il y a quelques séquences assez crues, mais je vous le recommande pour son sujet fascinant. Et Ben Whishaw, qui est vraiment envoûtant. C'est un acteur super passionnant. Ok, d'accord. Je vois pas qui c'est Ben Whishaw. Ben Whishaw, c'est celui qui joue Q dans James Bond. J'ai jamais vu James Bond. Ah ouais, t'as jamais vu Ben Whishaw? Bah, là, je te dis que je sais pas qui c'est, donc logiquement, je l'ai déjà vu. Mais... Après, je sais pas ce qu'il a fait, je vais essayer de regarder. Et toi, Joss, si tu pouvais un peu apporter quelque chose à la recommandation, qu'est-ce que tu dirais? Ben moi, je te dirais que le film, il a une. Dans son histoire, bon, il en a pas trop dit remue, mais au sujet du parfum, ça lui donne en fait. Enfin, comment dire? En fait, c'est un mec qui a vraiment un don. Il a vraiment un don parce qu'il a un nez un peu exceptionnel et du coup, il va servir ce don pour faire quelque chose. En fait, tu vois, il a le don, il a vraiment un odorat ultra développé, il a vraiment comme un palais, quoi, tu vois, il arrive à bien sentir les saveurs, les trucs. En fait, il va faire Ah, bah oui, quelque c'est vrai, chose je comprends mieux. de très particulier avec ce don-là. Voilà. D'accord, ok. Bon, j'avoue, l'acteur comme ça, il me donne pas spécialement envie. Romu vient de me le montrer. Mais pourquoi pas? De toute façon, le parfum, j'en ai parlé. J'ai des potes qui l'adorent vraiment et qui me l'ont vendu. Donc... C'est vraiment un très bon film. Et ouais, tu vas voir qu'il va se servir de son don à des fins personnelles. Bah écoute, je le regarderai, pourquoi pas. Et si je peux ajouter un truc à ma critique que j'ai pas rédigé, il y a tout un côté, un travail autour de l'obsession du personnage. Et c'est ce qu'on retrouve dans le cinéma de Darren Aronofsky. J'aime beaucoup. D'accord, ok. Voilà. Bon, ça a un peu rien à voir, tu vois, en termes de Ouais, thématique. Darren Aronofsky, j'aime bien, donc c'est une bonne comparaison, je suppose. Voilà. Si c'est bien foutu, ok, bah super. Bah écoute, je le regarderai à l'occasion. Et toi, Joss, du coup, tu nous parlais de Wonder. Ouais, moi je vais vous parler de Wonder. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Moi, je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. C'est le film avec Jacob Tremblay. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors bon, je vais vous parler de Wonder. Pourquoi je vous parle de ce film? Parce que c'est pas un grand film en soi, mais un très bon feel-good movie en fait. Et je trouve qu'en cette période de fête, on a besoin de petits bonheurs visuels et cinématographiques. Donc du coup, Wonder, en fait, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a une maladie génétique, en fait, qui lui déforme le visage. Ça veut dire qu'à la naissance, bah, il était très laid, quoi. Il a le visage un peu déformé, il est pas très beau, tu vois. C'est une maladie qu'il a. Et en fait, on va suivre du coup sa première rentrée scolaire. Donc, il est ultra soutenu par sa famille. Donc, au casting, on a Julia Roberts, donc Jacob Tremblay qui a joué dans Room, c'est le petit garçon, et donc c'est lui qui a la maladie génétique. On a Owen Wilson aussi, donc on a un casting plutôt sympa. Julia Roberts, elle est vraiment très bien dans le film. Je trouve que elle joue vraiment bien. Elle fait vraiment bien la mère de famille, limite idéale, quoi. C'est vraiment la mère qu'on aurait tous voulu avoir en quelque sorte, quoi. C'est vraiment la mère parfaite. Après, voilà, on est dans du feel-good movie, hein, donc c'est toujours plein de bons sentiments. Mais on a quand même aussi des scènes un peu tristes parce que vu qu'il a cette maladie, il va faire sa rentrée des classes et ben, il va être sujet aux moqueries de ses autres camarades et tout ça. Donc on a des petits côtés un peu tristes, mais le film, et voilà, c'est pas le but du film. Le film, ça reste un film beau, familial, pour la ménagère, pour le coup, mais c'est quand même de bonne qualité. C'est sympa, c'est drôle, c'est émouvant. C'est la période idéale pour regarder ce genre de film. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il s'agit pas, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est voilà, le beau petit film à regarder en famille, à regarder pour se mettre un petit peu de baume au cœur et voilà. Ok. Bah écoute, ouais, faudra que je le finisse moi du coup, parce que de toute façon, il était aux Oscars, il me semble qu'il y a eu, peut-être. je crois, pour le maquillage de Jacob Tremblay. En tout cas, il a été nominé dans cette catégorie-là, c'est sûr et certain. Par contre, moi, si je peux donner mon avis sur le film, Ouais. je trouve qu'il a un petit côté. Tu l'as vu? téléfilm. Ouais, je l'ai vu. Pardon, j'avais pas au entendu. cinéma, il est sorti en. Ouais. Et il a un petit côté téléfilm. C'est pas désagréable, mais bon, c'est pas le film que je te recommanderais d'aller voir en salle. Ok, d'accord. S'il me rejoint sur le. Bah, après, un Ouais, film ouais, good, ça fait, c'est ce que je dis, ça fait un peu téléfilm, mais un téléfilm de qualité, parce que t'as comme Julia Roberts et tout ça, donc quand même, voilà, un peu de qualité, mais oui, c'est le film. Voilà, il passe sur M6 un soir, période de Noël, tu te fais un petit thé, une petite tisane et une madeleine et tu te regardes ça et tu passes un bon moment, quoi, voilà. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai qu'on passe un bon moment devant ce film. C'est hyper, c'est attendrissant. Et puis en fait, oui, la force aussi qu'il a le film, c'est que le personnage joué par Jacob Tremblay, donc le petit garçon qui a la maladie, il relativise toujours tout, en fait, et du coup, limite, il peut aussi
d'ouvrir les yeux sur certaines choses parce qu'il a quand même cette maladie génétique, mais il est ultra attachant, il essaye toujours de relativiser sur plein de choses, il est même drôle. Du coup, c'est assez beau, et même le montage du film est particulier parce qu'on va suivre en fait l'histoire sur différents points de vue et ça donne quelque chose un peu d'original. Et c'est Ok, très bah, sympa. je pense que je le reprendrai du coup parce que j'aime bien Jacob Tremblay en plus, Ouais. qui est en train de se faire une petite place tranquillement à Hollywood. Hein. Ouais, Mais, carrément. bon, voilà. Juste avant de passer à ma recommandation, messieurs, une breaking news. Cette news va vous étonner. J'espère que vous êtes prêts. On est premiers sur l'actualité, les gars. Ça vient de tomber il y a 30 minutes. Ah, Johnny Depp produit un film musical sur la vie de Michael Jackson, raconté par son gant. Quoi? ah ouais. Exactement. Mais il Le a titre, pris de l'héroïne ou quoi? For the Love of a Glove, an authorized musical fable about the life of Michael Jackson as told by this glove. Donc, si vous avez Ah, rien ouais. compris, je vous traduis. Ouais, c'est Pour l'amour d'un gant, une fable pas autorisée sur la vie de Michael Jackson, comme dit par son gant. Franchement, ça me donne envie. Ça me donne envie, j'en sais pas plus. Ça mais, débutera le 25 janvier. J'aime bien ce côté décalé. Déjà, tu sens qu'il y a un petit décalage, un petit côté satirique. Enfin, un gros côté satirique. Bah, ça revient après, j'ai envie de dire, ça a l'air d'être la même chinoiserie que le film de Nicolas Cage, quoi. Nous, on a besoin de ce genre de projet. Ah, mais c'est très bien. Puis Johnny Depp, il fait pas grand chose de sa vie, donc autant qu'il fasse des trucs. Et puis très franchement, on va avoir un biopic sur Michael Jackson, donc c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir ce genre de projet sur une icône comme ça de la musique. Ouais, mais raconté par son gant, c'est quand même bien chelou. Hein. Ça dépend comment ce sera tourné, tu vois. Ouais, mais bon, dans tous les cas, ça reste particulier comme Concept, ouais, c'est sûr. comme concept, ouais. For the Love of Love. Eh ben, dis donc. Bon, ma foi, écoutez, Ouais. très bien. Hein, il y a ça qui est tombé pendant l'émission. Et du coup, je vais vous parler de ma recommandation et je vais vous parler de For All Mankind. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ouais, Gangnam Style? En fait, je vais juste te tuer. C'est quoi ça? For All Mankind. C'est pas une série dont tu nous avais parlé dans ta Ah chronique? putain, c'est son truc Apple Plus encore? C'est une chose. Non mais moi je vais vraiment réclamer des iPhones, hein, je vais vous le dire. Hein. Bah écoute, si t'en as un, après tu vas faire quoi? Tu vas juste t'abonner à Apple TV. Regarde, en fait. Non, mais il a un t-shirt Apple TV. Du tout, j'ai juste être sur le plan, taché sa grosse race. Bref, For All Mankind, non mais je pense que Joss, en plus, ça peut t'intéresser. Ah, Est-ce que quelqu'un sait de quoi ça parle ou pas du tout? pas du tout. Je m'en souviens plus. Je m'étais fait insulter quand je vous avais dit. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui serait passé si les Russes avaient marché sur la Lune en premier? Ah ouais. Vous vous rappelez, vous m'avez insulté, vous m'avez dit non, personne s'est déjà demandé ça. Si, on n'aurait pas Ah eu oui, le film oui. First Man. Voilà, mais justement, il est étroitement lié au film First Man, mais vraiment. Bref. On va Le voir Ryan Gosling sur le côté, non, mais ils en parlent. Pas de Ryan Gosling, mais de. Voilà, tu verras. Bon, bref, je vais faire l'analogie après. Donc, la série débute. Alors, la série débute, les Russes viennent de poser le pied sur la Lune. Et là, il s'en suit un truc exceptionnel. Moi, ce que je trouve vraiment fort, en fait, c'est que la série, comme on est sur une uchronie, donc quelque chose qui Oui. s'est passé autrement que l'histoire, Merci. toute la série, en fait, elle est imprévisible. Tu sais pas où les scénaristes vont aller, ce qu'ils vont faire, etc. Et ce que je trouve très très fort, c'est que la série, à partir de la fin de l'épisode 2, elle prend une tournure pas du tout, vraiment. Et franchement, moi, quand je vous dis qu'elle est trop bien, c'est qu'elle est vraiment trop bien. Mais vraiment, genre, je préfère regarder ça que The Mandalorian, par exemple. C'est qu'un exemple, hein. Je compare pas du tout les deux séries, mais par exemple, ça sort le vendredi, et je préfère regarder ça en premier que The Mandalorian. Mais en gros, donc pour voir courte histoire, l'acteur principal, c'est Joel Kinnaman, et sa femme, elle est jouée par Chantal Van Sente, qu'on avait vu dans The Boys notamment. Ouais. Voilà, c'est la femme à la fin de The Boys. Et donc on suit Joel Kinnaman qui, bref, suite à des propos assez énervés, on va dire, qu'en fait il reproche un petit peu à la NASA de pas. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, il y a eu 2 missions Apollo, donc il y a eu Apollo 10 qui visait à faire les tests. Vous en rappelez peut-être dans First Man, vous pouvez faire le lien à chaque Oui, ils fois. en parlent, ouais. Voilà, Apollo 10 qui visait à tester tout, à tester vraiment la route pour aller jusqu'à la Lune. Et après, ils envoyaient derrière ça Apollo 11 qui devait viser à poser le pied sur la Lune. Et en fait, Joel Kinnaman, l'acteur principal qui était dans la mission Apollo 10, donc il n'y avait pas Neil Armstrong, il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Ben en fait, dans Apollo 10, ils auraient pu se poser sur la Terre. Et donc, Joel Kinnaman, il reproche à la NASA de... bon, il était un petit peu bourré, du coup, il a dit des trucs à propos de la NASA en mode en plus de risque.
Et du coup, le mec, c'était un astronaute à la base, il devait faire partie d'Apollo 15, et il a été relégué à un emploi de bureau. Et en fait, tu vas suivre donc ce mec et ses compatriotes. Tu vois aussi Neil Armstrong, Buzz Aldrin dans la série, etc. Tu les vois, hein, littéralement. Bon, je vous dis pas quoi, mais il se passe des trucs, ils vont dans l'espace, ils essaient d'aller sur la Lune, il se passe des trucs. Et en fait, la série est tellement surprenante que, bah voilà, on s'attend pas à ce qui se passe. Par exemple, c'est pas un exemple, mais ils forment des astronautes à un moment, je vais pas vous dire dans quel contexte, ils forment des astronautes. Alors, je sais pas si vous allez vous en rappeler, dans First Man, il y a une scène où Ryan Gosling, donc à savoir Neil Armstrong, s'éjecte un peu en urgence dans un champ. Ouais. Et en fait, c'est un espèce de module qui est censé recopier le module qui est censé se poser sur la Lune. Je sais pas si vous vous rappelez, il essaie de le piloter avec un manche. Ouais. Et en fait, dans la série, Ça part en live. voilà, exactement, ça part en live. Et dans l'épisode 3 de la série, ils disent mot pour mot, donc voilà, rentrez là-dedans. Et donc, en gros, c'est des gens qui sont en train de former. Ils leur font faire des tests et tout. Et ils leur disent, bon, quand vous rentrez là-dedans, c'est méga dangereux. Neil Armstrong a failli mourir il y a 3 ans. C'est rassurant. Et en fait, ça ramène direct, oui, c'est rassurant, mais bon, quand t'es astronaute, c'est toi, soit t'es Lily, soit t'es mort, de toute façon. Et en fait, ça ramène directement cet événement, et moi, je trouve que ils l'ont. Je dirais pas que First Man fait partie intégrante de la série. Enfin, en fait, c'est l'histoire. Voilà, First Man, c'est l'histoire, et je trouve qu'ils ont bien réussi à relier les événements, comme s'ils faisaient parler des événements qu'on voyait dans First Man et qu'on voyait pas dans d'autres films. Par exemple, il mentionne aussi les collègues de Neil Armstrong qui sont morts, qu'on voit dans First Man aussi, quand Ryan Gosling l'apprend et qu'il pleure. Enfin, on voit plein de trucs comme ça. Bref, là où je veux en venir, c'est que la composition musicale, elle est très très bien, vraiment. En fait, il n'y a que des gros noms. C'est Ronald D. Moore. Oui, derrière. Non, dans la BO, c'est pas lui, je sais pas qui c'est dans la BO. Mais la bande-son est vraiment bien. Et surtout, la série est comme très très surprenante. Donc, je vous la recommande. Surtout que si vous aimez un petit peu tout ce qui parle d'espace et tout. Bon, voilà, Just t'aimes bien First Man, t'aimes bien Interstellar, t'aimes bien Premier Contact. Donc, ça pourrait me parler. Mais voilà, pour le coup, vous savez regarder le premier épisode, messieurs. Combien de temps ça dure 1h05. Quand même. Ouais. C'est long. Et alors, voilà, j'ai pas parlé de ça. Le budget, il est faramineux. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi bien fait que First Man. Les mecs, ils vont dans l'espace. T'es dans l'espace. Donc, et c'est ça, il y a vraiment cet aspect immersif. Il y a cet aspect, mais c'est presque, pour une série, c'est juste incroyable. En fait, je pense que j'ai jamais vu une série avec un tel budget. Il y a The Morning Show, tu vois, mais comme ils n'ont pas les mêmes ambitions, là pour le coup, c'est vraiment littéralement, ils vont dans l'espace. Quand tu vois des gens sur la Lune, par exemple, quand les Russes se posent, t'as l'impression d'être sur la Lune. C'est presque mieux fait que First Man. C'est Ronald D. Moore derrière, et c'est un mec qui est vraiment ambitieux. Il a fait Star Galactica. Ouais, mais il n'avait pas non plus le même budget, tu vois. Non, mais là, pour le coup, Apple TV+, j'en parlais la dernière fois, ils n'ont pas peur de mettre les moyens. Par exemple, l'une de leurs prochaines séries, c'est Steven Spielberg qui est derrière, tu vois. Pour l'instant, parce que la plateforme, elle enchaîne les échecs. La plateforme, malheureusement, c'est triste, la plateforme enchaîne les échecs. Mais il y a eu un film qui était annoncé avec Forest Whitaker et Samuel L. Jackson. Ouais. Qui était complètement. Je n'ai jamais entendu parler. Il a été annulé. Tu regarderas, il a été annulé. Ok, je n'ai jamais entendu parler, donc c'est. De toute façon, ils produisent pas trop de films pour l'instant. Ils sont vraiment là les séries. Et l'une des prochaines, c'est celle de Steven Spielberg. Mais donc voilà, franchement, For All Mankind, je vous le recommande. Tu finis le premier épisode, t'es là en mode. Ok, je veux voir la suite. Tu finis le deuxième épisode, t'es là en mode. Ok, la série. Ok, non. Ok, ça part comme ça. Faut que je vois la suite. et voilà. C'est prévu sur la durée ou ce sera juste une sorte de one shot? C'est déjà renouvelé pour une saison 2. Okay. Toutes les séries Apple TV+ sont renouvelées pour une saison 2 pour l'instant, je crois. Peut-être pas si, je sais pas. Mais donc voilà, c'est franchement, c'est du très très lourd. C'est très très lourd. Si vous aimez bien tout ce qui concerne l'espace, regardez. Ok, très bien. On va déjà finir The Leftovers. Ouais. Ouais, finis The Leftovers, t'as raison. Ouais. Et tu nous en reparleras comme ça. Voilà. Et du coup, tiens, en parlant de toi, tu peux peut-être passer à ta chronique. Alors, je vais passer à ma chronique. Bon, il faut savoir que c'est une chronique, mais c'est surtout un coup de cœur. J'avais envie de parler d'un réalisateur que j'adorais, qui est connu, que les cinéphiles connaissent, mais que peut-être le grand public ne connaît pas vraiment, n'arrive peut-être pas encore à le remettre. Je vais parler de Juan Antonio Bayona. Donc, c'est un réalisateur espagnol qui est encore jeune, s'il n'a que 44 ans, et qui a déjà fait de très très belles choses. Donc, il a fait certains, pour moi, chefs-d'œuvre comme L'Orphelinat, The Impossible et Quelques minutes après minuit. Pour moi, ces trois-là, c'est chef-d'œuvre. Et il a fait aussi donc Jurassic World, Fallen Kingdom. Ce film divise un peu plus les gens. Moi, je le trouve juste excellent. J'adore ce film. Ouais, bon, on peut excuse-moi de te couper, que le film, on peut quand même admettre qu'il y a une patte, il y a un réel derrière.
On le sent. Voilà. Comparé au premier Jurassic World. Voilà, exactement. Moi qui adore Bayona, quand je vois Jurassic World Fallen Kingdom, je retrouve Bayona. Tu vois, je retrouve le mec que j'adore. Ouais, bah, j'ai Euh, vu que tu avais tweeté justement le plan là où il y a le ouais, il est petit dino qui incroyable. rentre par la fenêtre. Ouais. Ouais, ce plan avec la caméra qui tourne, et ça fait un peu horreur, quoi. C'est cette scène de la gamine qui est dans sa couette, dans sa chambre, qui se cache sous sa couette parce qu'il y a le dinosaure qui arrive. Ça nous rappelle quand on est petit, la peur des monstres dans la chambre, on se cache sous la couette, on pense que la couette, ça va nous protéger. Et de toute façon, ça, c'est vraiment une chose que Bayona sait bien faire, c'est que dans tous ses films, il parle des enfants. Il y a toujours cette chambre d'enfant dans tous ses films. Il met en avant une chambre d'enfant. Et il arrive à transmettre des messages, à faire des contes horrifiques, parce que c'est souvent sous fond de films d'horreur, par exemple surtout l'orphelinat, mais d'ailleurs même quelques minutes après minuit, hein, qui n'est pas un film d'horreur, mais il a quand même, il y a un peu un conte horrifique derrière tout ça. Et pour revenir à Jurassic World Fallen Kingdom, il y a quand même la scène de l'éruption volcanique qui est incroyable. Cette scène, moi, je la trouve dingue en termes d'action. Puis il parle de clonage, et je pense que c'est le film qui parle le mieux de clonage que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Donc voilà, pour moi, Bayona, c'est un réalisateur, c'est un mec aussi qui sait écrire, et c'est vraiment un mec ultra complet. Et aussi une chose qui m'intéresse et qu'il faut suivre, c'est que c'est lui qui va réaliser de la série du. Donc du coup, Tu vas réaliser quoi? Pardon, T'as on n'a pas coupé. entendu. les deux, ah oui, pardon, c'est lui qui va réaliser les premiers épisodes de la série du Seigneur des Anneaux, qui sera sur Amazon. Donc son talent il sera encore plus mis en avant, mis en lumière. On va vraiment du coup voir son talent à contribution et ça promet quelque chose. Et du coup, voilà, c'était juste pour dire que Bayona, il représente vraiment le cinéma espagnol, qui est un cinéma qui est très très bon, très audacieux. Et en fait, il va au-delà de ça parce que pour moi, il représente vraiment le futur du cinéma mondial. Et voilà, juste pour dire que j'adore ce mec et qu'il mérite vraiment être connu et qu'il faut vraiment suivre ce réal. Voilà. Bah, dans la dimension conte dont tu parlais, pour ajouter, il se rapproche beaucoup de Guillermo del Toro. Exactement, ben, ils sont Bah, très je crois que proches c'est l'un de d'ailleurs. C'est lui c'est qui son l'a poulain, produit. ouais. Ouais, oui, Ouais, voilà, c'est ça. c'est lui qui a produit l'orphelinat. Et ben, je Qui crois est que son justement, premier film. c'est Bayona qui avait produit. Ouais, c'est ça, ouais. T'as coupé, Antoine, j'ai pas entendu. Ah, je crois que c'est Bayona qui avait produit Le Secret des Marabouts. Ah, bien sûr, oui, c'est lui qui a produit, oui. Et pareil, Le Secret des Marabouts, ça faisait très Bayona. Exactement. Ouais. Exactement. Et bah ouais, bah écoute, ouais, c'est un très bon réalisateur. Ouais. Quoi qu'on en pense. Pour le coup, Le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est vraiment, c'est loin. L'Heroic Fantasy, moi, je ne vois pas trop faire ça. Mais tu vois, pourquoi pas, justement. Mais dans cet aspect conte, tu vois. Ouais, justement, je vois pas du tout d'Heroic Fantasy dans cet aspect compte, tu vois. Ouais, mais c'est faisable, tu vois. Non, moi je pense que si, il peut y avoir quelque chose. Non, mais why not, tu vois, mais je dis juste que c'est pas son Ouais, style. ouais, ouais. C'est pas son style sur le papier, mais je pense. Après, je pense que c'est un mec quand même qui sait tout faire parce que il fait du film d'horreur, il fait du film limite familial, conte pour enfants, avec quelques minutes après minuit, même si c'est pas un film pour les enfants, mais ça reste un conte. Il fait The Impossible, qui est un film catastrophe. Il fait Jurassic World, qui est du grand divertissement blockbuster. Le mec, il sait quand même faire beaucoup de choses, et souvent avec un petit fond d'auteur. Toujours avec un petit peu d'auteur, et moi, je trouve que ça se marie à merveille. Et des fois, je trouve que c'est limite le pendant de Christopher Nolan, version européenne. Enfin, Nolan, c'est un Européen, mais il fait beaucoup de blockbusters américains. Et Bayona, c'est vraiment, je trouve, son pendant espagnol, européen. Voilà. Ok, mais Bayona, t'es pas déjà occupé d'une série? Et il a fait aussi Penny Dreadful. Eh oui, en effet, d'accord. Il faudrait Et que qui est j'explique d'ailleurs beaucoup de toujours choses. aussi dans l'horrifique, toujours le même thème. Ah, Pedro Full, ouais, c'est glauque. Hein. Ouais, On carrément. en reviendra à la fameuse scène de l'exorcisme dont on parlait là. Ouais, la semaine dernière. Monumentale pour moi. Je pense la meilleure scène, franchement. Tu nous la Cinéma compris, recommanderas, d'exorciste, hein, vraiment. tu nous la recommanderas. De Penny Dreadful? Non, la scène de l'exercice. Bah écoute, je la... Pardon. Non, je vous l'ai recommandé 2 fois déjà, ça suffit. Maintenant, vous allez la regarder et puis vous nous la recommandez après. Mais bon, bah écoute, merci pour ta chronique. Moi, il faut que je vois l'orphelinat. Ah, franchement, l'orphelinat, c'est magnifique. Magnifique. Bah écoute, je le regarderai, mais bon, ça fait En pas fait, trop peur. toi, ça fait pas trop peur. Il fait un petit peu flipper le film. En plus, moi, tu sais que je crains un peu tout ce qui est film d'horreur, Conjuring et tout. Je les regarde, mais après, moi, je dors pas pendant une semaine. Hein, donc, je crains tout ça. Mais Ah, l'orphelinat, c'est un peu chiant. en fait, dans sa réalisation, il fait flipper. Hein, parce qu'il réalise vraiment bien. Il y a des super idées. Mais la fin, elle est juste. Mais pour moi, la fin, elle est incroyable. Et la fin te permet de pas avoir peur quand tu vas te coucher. Si tu vois ce que je veux dire. Le film va te faire Ah, il y a un flipper. Télétobis qui arrive. Point de spoil. Non, mais voilà, le film va te faire flipper. Mais en fait, la fin, elle est tellement belle que tu vas oublier tout ce qui t'a fait peur avant et tu vas retenir que ça.
tu vois. Et pour D'accord, moi, ok. c'est magnifique. Par contre, je voulais revenir sur un élément de ta chronique. Ouais. Quand tu parles de la thématique du clonage dans Jurassic World, tu Ouais, dis que c'est super bien traité. Moi, ouais. déjà, je suis pas d'accord avec Personne n'est toi. d'accord, je crois, avec ça. Mais pourquoi tu dis ça? Justement, Ben, parce que j'aimerais savoir pourquoi. il pose. Parce que déjà, il a fait un truc où il a pris beaucoup de risques déjà au départ. C'est parce que Jurassic Park, de base, ça parle de clonage. C'est on clone une espèce disparue pour la remettre au goût du jour. Ça parle de ça au départ. Et lui, il allait au-delà. Il a quand même eu les couilles d'aller au-delà du dinosaure et de parler d'un clone humain parce que la petite fille, c'est un clone dedans. Et elle, quelle est la place d'un clone dans la société? Je trouve que Jurassic World Fallen Kingdom, il parle vraiment de ça. Quand tu vois les dinosaures, est-ce qu'il faut les laisser est-ce qu'il faut les laisser mourir? C'est voilà, quelle est la place d'un clone dans la société et même dans notre société actuelle en réel? Est-ce qu'un clone, il a les mêmes droits qu'une personne de base ou pas? Et moi, je trouve que c'est super bien traité et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur ça. Ouais, ça pose des problèmes d'éthique. Voilà, des Ce qui problèmes avait été d'éthique. abordé dans le parc, mais moi, j'ai pas retrouvé ça dans le Jurassic World. Tu vois. Ouais. J'ai pas retrouvé cette question d'éthique. Pour moi, c'était posé là. Bah, pas vraiment parce que pour avoir revu le film hier, parce que bon, j'ai Blu-ray Collector et tout ça, et je me le suis remis hier. Non, tu revois vraiment ce côté. Par exemple, il pose beaucoup la question sur les dinosaures plus que sur la petite fille, mais s'il a mis la petite Ouais. fille, c'est pas pour rien, c'est aussi pour lier l'humain aux animaux, pour dire c'est pareil. Est-ce que d'un point de vue éthique, ça a les mêmes droits? Est-ce que leur vie, ça vaut autant que sur des personnes non clonées? Et jusqu'où le clonage aussi peut aller, parce qu'il montre quand même que c'est quand même assez malsain cette histoire de clonage, surtout au niveau de la petite fille, c'est quand même pas ultra sain, tu vois. Et moi, je trouve que c'est assez bien traité et ça met quand même en avant une question, parce qu'on va se la poser dans les années à venir, hein, parce que déjà en ce moment ils arrivent à cloner beaucoup de choses, et plus ça va aller, plus on va avancer dans l'histoire de l'humanité, et plus le clonage ça aura une place importante. Et moi, je trouve que son interrogation, dans un divertissement blockbuster tout public, je trouve que bah, c'est assez couillu et c'est assez bien amené. Et après, tu penses que ce sera. Je sais pas si c'est Bayona qui réalise. Non, non, Ouais, non. non. Ok. C'est C'est Colin Trevorrow qui fait le 3, ouais, celui qui a celui fait qui le fait 1. le. Ouais. Ouais. Ça, c'est un petit peu dommage. Je voulais savoir si cette thématique justement du clonage humain allait être davantage mise en avant dans le Ben, troisième opus ou... ben, on sait pas, parce que vu que comment il finit le 2, un peu en mode, tu te dis que ça va finir en post-apo, hein. Quand tu vois le 2, Ouais. les dinosaures qui arrivent dans le monde et que bah, tu te dis, ça peut. Le 3, on aimerait tous qu'il fasse un peu un univers post-apo avec des dinosaures. Bon, c'est pas encore à l'heure actuelle ce qu'ils vont faire, mais du coup, non, je pense que là, c'est un thème du clonage. Le thème du clonage, je pense que là, c'était propre à Bayona et je pense que malheureusement, dans le 3, ça va être nexté. Après, il y aura la petite fille, j'imagine. Donc, s'il y a la petite fille, il y a toujours la question du clonage. Bah, potentiellement ou pas. Je sais pas ce qu'ils comptent faire. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Voilà. Et, En temps normal, on en aurait fini avec l'émission là. C'est une question que je vous pose moi, parce qu'en fait, je l'ai vécu. Donc, Oh, je vais putain. poser la question. Peut-on apprécier une œuvre à sa juste valeur si on connaît déjà la fin? Je vais vous dire à quoi je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec Breaking Bad. Ah. Maintenant, messieurs, moi, je vous pose la question. Je vous donnerai mon avis plus tard. Joss, peut-on apprécier une œuvre à sa juste valeur si on connaît déjà la fin? Et Il ben, n'y a en pas fait, de, je pense- évidemment, hein, je le précise, Ouais. hein, il n'y a pas de bonne Alors réponse, il après, n'y a pas de mauvaise réponse. malheureusement, ouais, je pense que ça dépend un petit peu de l'œuvre en fait. Pour le coup, je pense que Breaking Bad, c'est pas dérangeant. Je pense pas que de savoir la fin, ça t'empêche d'apprécier le film à sa juste valeur. Par contre, quelque chose comme Seven ou quelque chose comme Usual Suspect, de savoir à la fin avant de l'avoir vu, ça va pas te gâcher le film, mais ça va quand même te gâcher la surprise du film et par conséquent, tu vas pas apprécier le film comme tu aurais dû l'apprécier si tu ne savais pas la fin. Donc je pense que ça dépend des œuvres. Il y a des œuvres où ça peut être problématique Bah, et d'autres où non. c'est marrant que tu parles de Seven. Seven, j'ai vu le film. Donc, pour faire un rapport entre Seven et Breaking Bad, je pense que ça m'a posé plus de problèmes avec Breaking Bad parce qu'en fait, pendant Breaking Bad, comme c'est très très long, il y a beaucoup d'épisodes et tout, t'as le temps de te dire à chaque épisode, ouais, mais de toute façon, tout ça pour en arriver là. Donc vraiment, chaque épisode, t'es là en mode, ouais, bon, il se passe ça, bon, de toute façon, il finit comme ça. Il se passe ça, bon, il finit comme ça. Alors que Seven, déjà, franchement, je trouve que c'est tellement bien foutu que t'as le temps d'oublier.
Et quand le dénouement arrive, ça m'a rien enlevé, tu vois, au jeu d'acteur de Brad Pitt exceptionnel, en fait, qui fonctionne aussi bien presque que le twist. Donc, pour le coup, pour te contredire, pour le coup, avoir été spoilé les deux, je considère presque que Breaking Bad, c'est plus gênant que Seven. Ben, en fait, là, tu m'as un peu convaincu dans tes arguments. C'est que c'est vrai qu'une série, c'est long. Et de savoir comment ça finit avant, du coup, ça peut couper ta patience et tu peux peut-être te lasser plus vite de la série. Parce que si tu sais comment ça finit, ça peut poser problème, ouais, en effet. Je pense que c'est ça, tu vois. Pour beaucoup de gens, la série, c'est la meilleure série de tous les temps. Je pense que c'est ça qui fait que pour moi, c'est une grande série, mais c'est pas la meilleure série de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, le savoir la fin à l'avance, ça m'a presque fait perdre un peu de sa valeur à mes yeux. Et c'est tellement dommage. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, vaut mieux ne pas savoir la fin avant. Je pense vaut mieux, encore entendu, je veux t'entendre, mais je pense que quoi qu'il arrive, quand tu sais la fin avant, ça te gâche, hein, mine de rien, c'est mieux de pas le savoir. Ouais, clairement. Ça Mais paraît surtout, évident. après, ce qui est aussi problématique, c'est comme tu parles de twist, enfin, tu parles là, on parle de Breaking Bad, où il y a vraiment une fin actée dans le sens où il se passe un truc pour les personnages principaux, et Seven, où dans le sens où il se passe un twist carrément. Mais par exemple, moi, si je vous donnais de la fin de Leftovers, en fait, elle est tellement pas classique comme fin que ça vous spoilerait pas presque la série. Ouais. Ce que je veux dire? Mais quoi qu'il arrive, si on connaît déjà la fin d'une œuvre, qu'elle ait un twist ou non, ou qu'elle prête à interprétation, moi, pour ma part, ça gâche un peu une œuvre. Donc toi, la réponse est non, on ne peut pas l'apprécier à sa juste. Enfin, pour la plupart des œuvres, en fait. Parce que quand tu regardes une œuvre, ou que tu lis une œuvre, tu vois, un livre, si tu connais pas la fin, tu peux faire ton cheminement dans ton cerveau, tu vois. Tu peux te faire un chemin, tu peux te questionner, t'interroger, etc. Alors que si tu connais déjà la fin, tu sais pourquoi les personnages agissent en conséquence, tu vois. Tu connais un peu les enjeux, tu comprends les enjeux, etc. Mais ouais, si tu connais la fin de la plupart des œuvres, ça gâche l'effet de surprise déjà. C'est bien dommage, parce qu'il y a énormément de films qui reposent sur ça. Seven, par exemple, avec la boîte, tu vois, moi j'en savais rien, et quand j'ai découvert le film, j'étais là, waouh, super. C'est ça qu'on a vu ensemble en plus. Ouais, même si on le devine un peu quand même. Mais ouais, je l'ai découvert, et si j'avais su ça avant, ça m'aurait gâché tout. Il y a des films qui sont vraiment sur des twists, comme les films de Shyamalan ou les films de Fincher. Et si tu sais la fin avant, le truc qu'il y a, c'est que c'est même dans la question, c'est est-ce qu'on peut l'apprécier à juste valeur? Sa juste valeur, je pense pas. Tu peux apprécier le film, tu peux apprécier le film quand même, mais à sa juste valeur, techniquement non, parce que rien que déjà, des fois, quand tu sais la fin du film, tu vas pas voir le film de la même façon, parce que tu vas vouloir déjà tout anticiper, parce que tu sais comment ça va se finir, donc tu vas pas voir les choses pareilles. S'il faut, tu vas même voir des incohérences, parce que tu sais la fin, que si tu sais pas la fin, il y a des incohérences à ton premier visionnage que tu vois pas, parce que pour toi, tout semble cohérent jusqu'à ce que tu vois la fin. c'est ça, Donc ça peut te... Et ouais, t'as un autre niveau de lecture, et oui, du coup, à sa juste valeur, non. Pour citer un autre exemple, pauvre de moi, j'ai vu Sixième Sens en connaissant la fin. Et alors là, là, je me suis presque dit, mais les gens sont cons en fait, parce que j'insulte personne hein, évidemment, mais en fait, en termes de mise en scène, le mec il a juste expliqué la fin au début du film en fait. Et je me suis dans ma tête, alors peut-être que je connaissais la fin, mais je suis aussi persuadé qu'en le voyant sans connaître la fin, il y a trop de trucs qui te mettent sur l'intrigue. Ce qui se passe, attention, ça va spoiler si vous avez pas vu Sixième Sens, tout le monde l'a vu. Ouais, tu l'as vu débarquer. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Tu connais la fin? Non, je m'en souviens plus, mais. Ah merde, non, je vais pas te. Non, mais après, ce qu'il y a, par exemple, je pense que Sixième Sens, c'est un peu pas un mauvais exemple, mais le problème qu'il y a avec Sixième Sens, c'est que il faut voir déjà, c'est sûr que si tu as déjà vu si tu connais la fin, il y a plein de choses qui vont te sauter aux yeux, ça c'est clair. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas trop de films comme ça. Tu vois, à l'époque, des twists pareils, c'était pas du jamais vu, mais on n'avait pas l'habitude d'en voir. Moi, je me suis fait berner la première fois. Après, j'étais jeune quand j'ai vu, mais je me suis fait berner, je m'y attendais pas du tout. Mais parce qu'à cette époque-là, tu t'y attends au départ. Le problème qu'il y a maintenant, c'est que ça fait l'effet inverse. Dès que je vois un thriller, je pense que tout le monde est psychopathe, que tout le monde est faux, que tout le monde est schizophrène. Tu vois ce que je veux dire? Je vois du mal partout, alors qu'au final, pas du tout. Donc, à l'époque, il n'y avait pas trop ça. Tu vois, on prenait tout au premier degré. On pensait pas que
Voilà, on n'avait pas l'habitude de ça. Après, du coup, le problème après Sixième Sens, c'est que tout le monde a voulu faire son genre de twist pareil, et pendant 10 ans, on a bouffé du twist à tout va, et souvent très raté pour le coup. Ouais, je vois. Mais par contre, Romu, il faut que tu regardes Sixième Sens quand même. Bah ouais, c'est prévu de toute façon. C'est Ah. je suis parti de réaliser. Ah bah ouais. Et je crois que c'est son film le plus apprécié en plus, ou le plus populaire en tout cas. Le plus Bah, populaire. c'est celui qui a mis la plus grosse claque aux gens parce que, voilà. Ouais, Parce bon, que- bon, ça reste prévisible pour moi, mais bon. Mais ouais, pour en revenir à la question de la on peut pas apprécier une œuvre à sa juste valeur, selon moi. Tu vois, parce que Ouais, mais c'est le débat est là pour ça, selon. ça dépend de la narration, mais une œuvre, ça se construit sur un début, un milieu, une sorte de pivot central, tu vois, un basculement, et une fin. Et si tu connais une partie du film, c'est comme, je sais pas, c'est Ouais, mais comme un cadeau. pour en revenir à Breaking Bad, je pense que c'est plus concret. On l'a toujours dit, hein, ce qui compte, c'est pas spécialement la fin, c'est le cheminement. Ouais. Et l'avancée de Walter White dans la série, oui. même si tu connais la série, la fin de la série, en regardant la série, tu vois quand même le développement du personnage et le travail qui est fait derrière. Donc, est-ce que vraiment le fait de savoir ce qui se passe pendant 10 secondes dans le dernier épisode, ça doit entacher toute l'œuvre, tu vois? Non, mais sur ça, je pense que pour Breaking Bad, je pense pas que ça soit ultra. Enfin, voilà, je pense pas que ça soit ultra gênant. Que, honnêtement, dès le début, tu te doutes que ça va finir comme ça peut pas. Tu sens que c'est comme une série dramatique et tu sens qu'il va y avoir du drame à la fin. C'était impossible que ça finisse en happy end. Impossible. Donc, du coup, je pense pas que ça soit ultra gênant. Pour Breaking Bad, je pense pas que ce soit ultra gênant. Donc ça dépend de l'œuvre, c'est comme ça qu'on peut conclure. Ça peut dépendre de l'œuvre. Après ça c'est dépend pas de la ultra force de la gênant, mais force. est-ce que du coup tu l'as à sa juste valeur ou pas? Moi, je Non, pense que... pour moi, par contre, non, à sa juste valeur, non. Ouais, ça c'est compliqué. Hein. Pour Breaking Bad, toi qui a été spoilé avant de voir la série, bon, on se doute justement de cette fin tragique, mais est-ce que toi, dans ta tête, t'avais pas envie de te dire j'ai envie de découvrir ça, tu vois, au fur et à mesure du parcours du personnage tu vois, est-ce que j'ai pas envie de... C'est complexe comme question, c'est que je passais pas mon temps à me dire ouais, ta semaine finit comme ça, j'étais juste là en mode dans ma tête. Enfin, je sais pas, c'est complexe. Après, tu savais que la fin du personnage de Walter White ou tu savais la fin de tous les personnages? Non, je savais que celle de Walter. Bon, c'est déjà ça. Ouais, mais du coup, je suis arrivé sur la fin. Alors là, et je pense que c'est l'un des problèmes, la série se fait littéralement sur le plan de Walter mort. Ok. Le dernier plan, c'est-à-dire que ça passe à l'écran noir, c'est Walter qui est mort. Qui finit dans un labo. Ouais, outre cet effet de oh, putain, c'est fini, on quitte les personnages et tout. L'écran, le premier truc que je me suis dit, c'est moi, je le savais. Tu vois. Et ça, c'est con. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. C'est dommage. Ouais. Mais du coup, après, voilà, moi, écoutez. Ouais. Attends, pour être honnête, Breaking Bad, moi, je kiffe. Hein, c'est mon top 2 séries de tous les temps. J'adore Breaking Bad. Mais moi, la mort qui m'a le plus mis sur le cul, qui m'a le plus choqué, c'est pas la mort de Walter White, pour le coup. C'est qui? La mort d'un autre personnage de sa famille. Putain, je veux pas trop en dire s'il y a des fois des gens qui écoutent et qui n'ont pas vu la série, mais. Ah oui, je vois. Ouais, celle-là, je m'y attendais pas et elle m'a choqué, quoi. Celle-là, tu vois, j'ai dit, ouais, dans le désert, tu vois, près d'une voiture. Ouais. Ouais, et c'est quoi ta série top 1 du coup? Ah, je pense que c'est Lost. Ah, tu penses que c'est Lost? Ok, d'accord. Bah, j'ai hâte que tu aies fini The Leftovers pour que tu Eh ouais. Non, jamais. Non, ouais, ça serait une bonne question. Vous savez quoi? Ce sera. Bon, c'est complexe à formuler comme question, mais est-ce que tu vois une série de cœur comme Lost pour toi ou Lost pour Jérém, parce que Lost c'est le top 1 aussi de Jérém, est-ce que c'est détrônable 10-15 ans après? Oui, c'est détrônable. C'est une œuvre tellement nostalgique et forte pour toi que. On prépare ta réponse pour la semaine prochaine. Ah ouais, clairement, tu me dissertes là. Mais tu sais quoi, c'est comme ça, tu pourras mieux répondre. Non, ouais, après, le problème de Lost, tu as raison, c'est que, bon, j'ai kiffé la série, mais en fait, j'ai beaucoup de souvenirs avec mes potes par rapport à Lost, surtout avec deux, où, par exemple, pour la dernière saison, on n'était pas allé en cours le lendemain, on avait tous dormi chez un de mes potes et on avait regardé la série, tu sais, quand elle était diffusée après à 4h du matin, on l'avait téléchargée en VO, on comprenait rien à l'épisode. Du coup, c'est des souvenirs qui, franchement, ça restera marqué. Il y a que Lost qui m'a fait des trucs pareils. Grandir, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que Lost aussi, c'est le cœur, quoi. C'est des souvenirs, c'est de la nostalgie, comme tu as dit. Ouais. Mais donc, justement, voilà, ça serait un débat intéressant. Je pense que Jérém
et ton avis. Je pense être de votre avis aussi. Mm. Maintenant, c'est vrai que c'est une question intéressante à se poser. Ouais. Comme la question que tu nous as posée là en fin de. Bah écoute, ouais, je suis d'accord. Voilà, je voulais vous en parler parce que justement j'avais eu le problème. Du coup, In the Panda, si tu passes par là, pas cool de spoiler Sixième Sens et Seven, hein, parce qu'il y en a qui l'ont pas vu, qui n'ont pas ton âge, donc Ouais. voilà. Et puis voilà, merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Ouais. Bah, merci. Merci à toi d'avoir Bah, nous avoir invités encore une fois. avec plaisir. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Hein. On est là pour débattre. Et puis on se dit à bientôt. Allez, à toutes. Ciao. Ciao.